temps, ça Irelia, elle a des bons items, frère. Normal, à ce stade de la game, je suis obligé. Mec, tout est bien sur Irelia aussi, mais. Allez, Allez, allez. Allez, Nice. là, allez, Elle est morte. allez. Oh, Lulu, elle a clutch. Lulu, elle a clutch. Lulu, elle a clutch. Allez, champion du monde. Aïe, 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 mes oreilles, mes amis, mes amis, quelle entrée en matière on a pu avoir cette semaine. C'est l'accent e-sport de retour. Et bah, cette fois-ci encore, malheureusement, Aureus nous fait défection. Un véritable scandale, mes amis. Mais encore une fois, Poreus est arrivé à l'action et Poreus est doté d'un micro. Comment ça va, Poreus ? Bah écoute, ça va très bien, la forme, tout va pour le mieux. Bon, tu veux bien dégager Poreus, s'il te plaît? Non, Que je reprenne ma place. il est parfait. Et malheureusement, Poreus dégage. Voilà. On n'en parle plus. Je vais te dire, Horus, c'est vraiment fait virer. Ah non, Nox, je suis bien là, pas d'inquiétude. Et bienvenue à tout le monde qui nous rejoint sur l'accent e-sport. Ça fait plaisir de vous retrouver, votre talk show sportif hebdomadaire. On discute avec vous de l'actualité autour des jeux Riot Games, du TFT, du Valorant, du League of Legends. Bien sûr, les Worlds arrivent. Ça, c'est pour les news. En chronique, on sera avec Walk qui nous parlera des équipes occidentales de League of Legends qui vont aux Worlds, donc Team Liquid, TSM, FlyQuest pour les États-Unis. Et en Europe, bon, vous les connaissez, mais je vous en reparle. Il y a Mad Lions, il y a Fnatic, il y a G2 et il y a une autre. Lilia, C'est laquelle déjà? Hein? Lilia. Lilia sera disponible. Clairement, on sera dispo et sera Pico Worlds, visiblement. On en reparlera après le patch. Alors, je crois que c'est. Est-ce que c'est. Non, c'est pas Rogue. Je sais plus. Mais c'est qui le site 3? Je sais même plus qui est le site 3. Le chat va m'aider. Alors, Ligpedia, site 3. LEC, Summer Playoffs. Et bah, c'est Rogue. Pourquoi? Bah oui, c'est Rogue. J'étais en mode, c'est pas Rogue, mais si, c'est Rogue, c'est bien Rogue. Bah oui, ils sont arrivés 3ème. Fnatic, enfin, G2 premier, Fnatic 2ème. On va en parler, Rogue on va en parler, on va en 3e, parler, et Mad on va en Lions. parler, on va en parler. Ne va pas dans tous les sens, on va en parler. On commençait avec du TFT, puisqu'effectivement, on est champion du monde, la France est champion du monde de TFT. Gros GG à double 61 de la Kameto Corp. C'est pour ça qu'on vous a montré un peu la réaction de Kameto. On avait reçu également Nico de la Kameto Corp il y a un petit moment, le coach de la Kameto Corp pour la Div 2 de League of Legends. Voilà, donc si vous voulez revoir plus de réactions de Kameto en live, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, on fait aussi de la pub pour Kameto comme s'il en avait besoin. Et du coup, ouais, on est la France champion du monde. Les Larivato qui avaient commenté les qualifications européennes, enfin des Européens pour aller aux Worlds, ça doit te faire chaud au cœur. Est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose? GG. Oui. Bien joué à Voltarius, hein, à Voltarius qui a fait son chemin aussi, mais GG à double qui à 16 ans, bah là actuellement a une carrière de joueur professionnel sur TFT qui peut le transformer très facilement en carrière de streamer, puisque TFT ça marche très bien. Hein. Shones était encore à quelque chose comme 6000 viewers sur TFT alors qu'il a annoncé qu'il allait arrêter. Donc franchement un sacré parcours. Là il vient de s'acheter une carrière à 16 ans dans l'e-sport. Bravo mec. Il vient de gagner une carrière. Il vient de la gagner. En étant champion du monde, à vrai dire, tu fais ce que tu veux. T'as les mecs à tes pieds, les filles en train de te regarder sur le stream. L'ordre importe peu en fait, à vrai dire. Mais il a le monde à ses pieds, littéralement. Il a réussi à battre les Chinois. Et la France, petit pays de un peu moins de 70 millions d'habitants, est championne du monde de TFT. Autant dire que je vais pas regarder les Worlds de LoL cette année. Hein. Moi, je suis rincé là. Je suis rincé dans la victoire de double. Ça fait très plaisir, en tout cas, de voir qu'on est champion du monde. C'est pas la seule news au niveau de TFT, bien sûr, on est champion du monde. Mais tu avais reçu d'ailleurs la semaine dernière Porus, mais également Magarki, vous aviez parlé de TFT, etc., un petit peu de son parcours. Moi, j'ai une question pour toi, parce qu'il me semble que tu as déjà parlé un petit peu du nouveau set de TFT, mais peut-être que tu peux le remontrer pour nos amis viewers qui sont là. Il y a
le set numéro 4 de TFT qui est disponible maintenant sur le PBE. Et je voulais te demander pour toi, Léla Riva, on va la passer rapidement parce que tu as déjà débriefé ça la semaine dernière. Quelle est l'origine pour toi la plus forte et quelle est la classe la plus forte, la plus OP ou quand tu arrives au stade 3 avec la synergie des 6 champions, ça devient vraiment abusé. Alors, il faut que je me renseigne. Sur les origines, ça se bat entre les Sylvestres et les Sélénites. Les Sylvestres, parce que on stack de l'AD, de la puissance, de l'armure, de la RM en fonction du temps. Ouais, Et tu que deviens ultra tanky. Voilà, c'est ça. Et que dans les Sylvestres, il y a 2 carries en tier 4, et, 4 cost et 5 cost. Et sinon, le reste, c'est un mix d'utilitaire et de tank. Donc, aller chercher les 6 Sylvestres, eh bien, oui, c'est faisable. Aller chercher les 9 Sylvestres, c'est un peu plus difficile. Mais étant donné qu'il y a 7 champions et la mécanique d'élu, y aller, ça se fait. Donc, c'est très fort. Et les Sélénites, pour une raison très simple, c'est que c'est la seule classe qui permet de créer un tier 4. Un 4 étoiles. Et ça, comment dire, un Aphelios 4 étoiles, c'est 250 ans d'expérience. Un Aphelios 3 étoiles, c'est 200 ans, 150 pour le 2, et une étoile, c'est seulement 100 ans d'expérience. Vous voyez ce que ça fait en game, alors vous imaginez si vous rajoutez 550 années d'expérience d'équilibrage dans le jeu. Ça, c'était pour les origines, là, les deux qui sont sympas. Pour les classes... j'avoue que c'est un peu plus classique. Pour le moment, je vais pas aller chercher grand chose. Chasseur, ça a l'air très fort. Ok. Mais c'est vraiment les origines qui sortent. Le fait que Seth soit le patron, c'est absolument fantastique. Les êtres divins avec leurs dégâts bruts, c'est assez sympa. Et notamment, ça contre toutes les compos à base d'armure. Ils y ont pensé ce coup-ci. Et, Ouais. Les exilés, c'est une mécanique cool. Je trouve les origines vraiment nice. Les classes, bon, bah. Vous éclaboussez classique. avec un peu plus d'AP vos adversaires. Ouais, ok. J'en profite pour dire coucou à Nox dans le chat, Maxen qui est là, on a également Mikus, Tonton Sliff, Tsubaki, que vous connaissez, chroniqueuse régulière sur l'Action eSport, et Xregi, j'espère que je prononce bien, qui nous dit si Crépuscule, c'est assez broken aussi. Alors je vais vous réexpliquer ce que fait Crépuscule. Les êtres du Crépuscule augmentent la puissance des sorts de tous leurs alliés. Tous les alliés gagnent 20% de puissance des sorts. Quand vous en avez 2, quand vous en avez 4, c'est 40% de puissance en plus. Et quand vous en avez 6, c'est 50% pour tous les alliés. Bon, c'est vrai que ça a l'air plutôt très très sympa, les crépuscules. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de synergie à trouver, d'optimisation à théorie crafter, histoire d'avoir vraiment le tout en tête. Mais j'aime bien, ça a l'air un peu plus lisible aussi. J'ai eu des retours comme quoi le set numéro 3, du coup, avait des petits problèmes de lisibilité. Il y avait aussi le fait que tu changeais de galaxie à chaque game, donc ça changeait aussi un petit peu tout le gameplay, tout ce qui pouvait graviter autour de ça. Donc voilà, un petit peu plus de lisibilité aussi avec ce set numéro 4, apparemment, et apparemment pour certains, ça ne fera pas de mal. Non, ça sera pas mal. Ils ont bien pensé à tout équilibrer globalement. On sent que le jeu progresse vers un équilibrage un peu plus fun. Les galaxies, c'était vraiment cool. Pour vous laisser sur la fin, les galaxies, ils trouvaient que c'était sympa. Il y a des galaxies qui étaient vraiment claquées au sol. Mais il y en a d'autres qui changeaient vraiment la manière de jouer le jeu. C'est vous rentrez, vous avez tous une galaxie, vous savez que là, ce coup-ci, il faut jouer early. Vous vous démerdez, vous jouez early. C'est un peu comme si à League of Legends, à l'époque où on était capable où les dragons élémentaires étaient très forts individuellement parlant. Si vous étiez à peu près sûr d'avoir un opening dragon infernal, c'était pas foufou parce que ça scale au long terme. Par contre, si vous pouviez avoir un dragon des océans, là il fallait que votre compo aille à fond sur le dragon des océans, sauf qu'à la draft vous aviez pas cette info là. C'est quelque chose qu'on avait demandé sur LoL, c'est de dire à l'époque on connaît l'ordre des dragons pour pouvoir drafter des compos early si jamais on a 3 dragons infernaux qui arrivent tout de suite, parce que là ça devenait très fort, plutôt que de se retrouver avec un aléatoire post-game. Là, c'est ce qui se passe un peu dans Destiny. Ils ont décidé d'enlever l'aléatoire qui vous annonce tel quel, voici les conditions de la partie, et de rajouter un aléatoire lié à la mécanique des élus. Donc, c'est pas exactement la même chose, sauf qu'à la différence, les élus, vous le choisissez. C'est comme si vous pouviez dire, allez, le premier dragon, je sais pas, Faker, il est dans la game, donc on va prendre 3 déserts. Parce que c'est là qu'il est fort, quand il met des vents à tout le monde. Quand il a 30% de CDR sur son équipe, j'avoue. Ouais. Bon, faut pas qu'il joue Zoé, mais oui, Non, mais quand il joue son TF...
Ouais, ça peut être très vite quand même. Mais la remarque est bonne, hein, les Lariva. C'est vrai que, par exemple, quand on joue en Nexus Blitz dans la draft, on sait quel est le premier event, quel est le premier challenge qui va tomber. C'est vrai que connaître ne serait-ce que le premier Drake dans une faille au moment de la draft, ça pourrait être intéressant. Ça serait suis d'accord. connaître l'âme en fait à l'heure actuelle qui aurait cet impact-là en disant on a une âme qui nous intéresse vraiment, même si toutes les âmes sont intéressantes maintenant, donc c'est plus vraiment utile, ça change la manière d'aborder la game après. Ouais, ou dans l'autre sens, tu connais pas le premier Drake et le deuxième Drake, mais tu sais que à partir du troisième, tu vas évoluer sur une faille des montagnes. C'est vrai que ça, au niveau de la draft, ça changerait aussi pas mal de choses. Notamment, c'est vrai. prenez Camille Horn, rajoutez des murs. Ouais, let's go, faisons ça. Jouer Panthéon, ouf, pas fou, ça m'empêche ça. de fuir. Surtout que l'armure, bon, ça peut être un peu pénible pour un Panthéon. On va Exactement. pas se cacher. Ouais, c'est bon, des choses intéressantes. Mais Riot, c'est si cool. vous écoutez. C'est cool. Ouais, n'hésitez pas à nous embaucher comme des game designers. On est chaud. En tout cas, on a Mordog, des hein, idées. j'ai beaucoup d'idées, moi, à la con. Les MJ de jeux de rôle m'utilisent pour créer des trappes invraisemblables pour leurs joueurs. Belle perf. Belle perf, hein. Si vous voulez un jeu où vous voulez mourir, appelez-moi. J'ai toujours des idées. Océan, Go, full Rengar. Alors, c'est vrai que la remarque est juste aussi plus de buissons, ça veut dire que tu as plus d'endroits où tu sais ton passif avec Rengar. Mais je crois que quand les dragons au début de la saison 10 sont sortis, enfin avec les failles élémentaires où il y avait plus de dragons, eh bien Rengar avait un moins bon ratio de win rate sur la faille des océans justement. Donc je pense que les Rengar ils pètent les plombs, il y a trop de bush, ils font trop de dash-in et du coup ils meurent et ça fait perdre leur équipe. Genre, je suis sûr qu'il y a un rapport de causalité assez évident. Mais c'est comme quand votre chat il se met sous le meuble avec une pelote de laine. Il dit c'est chez moi. Et puis il s'envèle avec la pelote de laine et les clous sous le meuble et il est coincé au fond. C'est votre Rengar. Coucou Hiverne, plaisir de te retrouver. Eh bien, il a dit la même chose que moi, mais à l'écrit. Donc voilà, c'est comme quoi la source et l'idée que j'en avais retenue, c'était exactement ça, quoi. Parce que le dragon est naze. Ouais, c'est vrai que le dragon, la régène pour un Rengar, en vrai, tu t'en fous. T'es un assassin, tu veux des dégâts, quoi. D'ailleurs, Hiverne est l'actuel conducteur de la hype sur le train parce que vous aviez décidé de démarrer un train de la hype la dernière fois. J'ai une news à vous annoncer qui concerne purement l'accent e-sport et Cast and Play. Hein, quand Aureus fait des streams, on est à 14 abonnés. À 15, on a une emote de plus tier 1. Je dis ça. Ah, tier 1 en plus, cool. Il me semble que c'est une tier 1. Parce que là, pour l'instant, on a une emote tier 1, une emote tier 2, une emote tier 3. Donc, autant vous dire qu'il n'y a que Maxen qui a l'honneur d'utiliser l'emote tier 2, où c'est ma tête dessus. Mais c'est vrai qu'une emote tier 1 serait un peu mieux pour ponctuer. Et les badges, mesdames et messieurs, arrivent très rapidement. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai checké avec les Lariva, j'ai checké avec Nox, on a tout checké ensemble et ça va pas tarder. On a déployé des arriver. teams de singes surentraînés. Je sais pas à quel point ça fait plaisir de voir ma tête dans le chat. Bon, on va répondre. Et a priori, la prochaine emote, ça sera le Dabeus ou l'Eladab, je ne sais plus. Oh, un dab, why not? Puisque tout le monde voulait dabber. Ou le Auré Joie, il est bien aussi le Auré Joie. Ça peut être très cool. De toute façon, on a plein d'émotes qui vont arriver au fil du temps, donc pas d'inquiétude. C'était la fin de l'auto-promotion. Hein. Sachez qu'Aureus stream tous les jours sur cette chaîne maintenant. Hein. La chaîne, tout ça. Vous activez la cloche, les notifications. Vous allez lui jeter des montagnes de faux dollars à la tronche. Terminé. Et bientôt, il y aura des sons sur le live pour que vous puissiez nous embêter. J'ai hâte. Ouais, on a la technique qui bosse. On s'est dit qu'on allait faire des trucs pour vous faire plaisir. Alors, on vous fait plaisir. Mais en tout cas, pour revenir sur ce qui nous intéresse moins, mais qui nous intéresse tout de même, les actus du jour, mon cher Aureus, paraît-il qu'on va continuer avec les Worlds parce que... Valorant. Si tu veux, on va commencer avec Valorant. Les Worlds de League of Legends, ce sera juste après. Mais bon, ça reste World parce que c'est un tournoi international. Nouveau tournoi. Du côté de Valorant, tournoi international sur la scène de Valorant, Blast qui se met à Valorant et organise un tournoi sur invitation avec 50 000 € de cash prize. Le Blast Valorant Twitch Invitational, c'est le nom du tournoi, aura lieu du 11 septembre au 13 septembre et mettra en scène FunPlus Phoenix qui ont, vous connaissez, champion du monde 2019 de League of Legends, c'est une équipe chinoise, mais ils ont maintenant également un crew en Europe. Du coup,
il y aura Fun Plus Phoenix, il y aura G2 Esports que vous connaissez, les Ninja in Pyjamas et Team Encore. Liquid. Et l'intégralité du tournoi sera exclusivement sur Twitch. C'est un Twitch Invitational, voilà, de base. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, pour ceux qui aiment du Valorant, let's go. D'ailleurs, je me suis remis à Valorant, c'est l'arrivée, je sais pas si je te l'avais dit. J'avais pris une petite semaine de vacances, une demi-semaine de vacances chez ma famille à Nantes il y a une semaine et demie, 2 semaines. J'ai croisé mon frère qui, après notre émission Accent eSport sur l'extension de Runeterra, s'est dit « Oh bah tiens, j'ai envie d'essayer le jeu, vous m'avez bien chauffé les gars ». Du coup, il s'est mis à Runeterra et il a essayé également Valorant parce que c'est gratuit et parce qu'il avait envie d'essayer. Et moi, j'étais en mode « Bah si tu joues, je vais y jouer ». Du coup, je m'y suis remis. On fait aussi des games tous les 3 avec Nox et c'est très cool comme jeu. Donc je pense qu'en vrai, je suivrai un peu le tournoi, voir un petit peu les strats qui se font. Sachant que moi, si j'avais une remarque à faire sur cette annonce où je vous ai passé le son qu'ils ont mis avec, il est lourd. La DA sonore a l'air géniale. Ouais, Valorant, oui. Bon, pendant que ça trash Aureus, hein, vous inquiétez pas, Ouais, il va, non, mais je le il prends va bien, s'en je le prends remettre. Hein, dès qu'il y aura un skin avec des poros, il sera meilleur. C'est qu'une question de temps. Clairement, ça manque d'accent un peu sur les noms des champions. un petit peu. Ah, Salut c'est- Wistan. C'est Oh pas oui, Zoé. un abonnement de niveau 1 pour ton 2e mois consécutif. Tu as bien raison, Wilson. Un plaisir de te revoir d'ailleurs. Un plaisir. D'ailleurs, les Larivas, savais-tu que Maxen était sur le live tout à l'heure cet après-midi quand j'étais sur le let's play de Final Fantasy. Et à un moment donné, je le vois dans le chat marqué « Je viens d'assister à un accident de la route. Une voiture qui rentre, non, un bus qui est rentré dans une voiture et il était là en train de nous écrire comment ça se passait. et tout. J'étais bidonné. Apparemment, pas de blessé, plus peur que de mal. Mais il a dit un gros chai à la dame qui s'est pris le bus dans l'arrière de sa voiture parce qu'elle a pilé devant le bus ou je sais plus quoi du coup. Voilà, on assiste à des accidents de la route en direct sur Cast and Play. Donc, Moi, j'ai vu la ministre de venez. la culture, pardon, de la santé hier. Voilà. Ah, comment va? Elle se porte-t-elle bien? Vous savez comment je l'ai vue? Parce qu'il y avait une densité de pliques supérieure au nombre de vaches dans les champs. Ouais, il y a moyen que ce soit quelqu'un d'important. qui soit entre Ouais. beaucoup ici. Puis, bon, bref, il y avait tous les mignons de mon boulot et du ministère. Oh, c'était beau. Oh, qu'est-ce qu'ils étaient bons. On se serait cru à une TwitchCon ou quelque chose comme ça. Les millions de les mignons de ton boulot. Tes collègues sont des mignons. J'adore. C'est comme ça qu'on appelle les gens du ministère. Hein. Bon, Ok. faut le savoir. Bon, c'est une petite anecdote rigolote. Il se passe des choses incroyables en ce moment. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, très bel accident de la route. On souhaite qu'il n'y ait pas eu trop de blessés. On va revenir après une courte page de publicité ici. PFM bel Business accident sur de la l'accent route. e-sport. Nous allons revenir à la bourse une fois de plus. À plus les amis. Très bel accident de la route. Bien sûr. Et bon accident. Est-ce qu'on est toujours en live, les Larivas? Oui, on est revenu en live. Ok. Tout ça, c'est ta faute, Maxen. Hein. Ça s'appelle un accident de stream, ça. Je donne un 8 à cet accident. Vous êtes tarés, les gars. Bon, bref. T'es pas censé faire un stream informatif ce soir hein? Oui, informatif, exactement. Oui, informatif. Donc, des accidents de la route en région parisienne, quelque chose d'extrêmement étonnant. Des ministres qui se déplacent en France, là aussi, c'était extrêmement étonnant. Saviez-vous qu'une cocotte minute géante s'est envolée en Amérique il y a quelques jours de cela pour faire 150 mètres d'altitude avant de réatterrir? C'était sur le site de SpaceX et visiblement, ils appellent ça une fusée. Trop bien. Je vais vous montrer le Quelqu'un- footage. Pour moi, c'est une cocotte minute. Hein. On arrête avec l'accident, les gars. On espère qu'il n'y a vraiment pas eu de blessés. Alors, on passe au sujet suivant de l'Arriva. Il s'agit de League of Legends. Et il s'agit des Worlds, bien sûr. C'est Gen.G. Voilà, on va commencer du côté de la Corée. Gen.G qui se qualifie aux Worlds de League of Legends 2020. Pour vous resituer un petit peu, Damwon était déjà qualifié en qualité de Seed 1 pour la Corée, parce qu'ils ont eu la première place tout simplement au playoff. Première place automatiquement qualifiée en Seed 1. Ils ont gagné 3-0 également contre les Dragon X, qui ont fini deuxième du Summer des playoffs, qui du coup gagnent 90 points de championnat et qui sont deuxième au moment où ils sont deuxième voilà, du classement général. Et donc,
seed 2 de la Corée. Et c'est Genji qui va les rejoindre en qualité de seed 3. Ils ont remporté le Regional Qualifier, le Regional Final, je sais plus comment ça Oh, le s'appelle. Regional cadeau de Qualifier. Genji en site 3. Ouais, gros cadeau. Ouais. Et d'ailleurs, je me demandais, parce que, par exemple, Team Liquid, eux, ils commencent, donc c'est le site 3 de l'Amérique, ils commencent en play-in, tout simplement, alors que le site 3 de la Corée, Et eux, repêché. commencent en main event. Donc il y a 3 équipes coréennes, les 3 sont directement en main event. Pas de play-in pour la Corée, parce que voilà, il y a eu un rattrapage d'un seed vietnamien. Ça date de quelques jours, de 2 seeds exactement. Il y en avait Du un coup, en voilà, play-in Genji. et l'autre en main event. Donc le main event disparaît, on repêche une équipe coréenne au résultat. Et puis Je trouve que c'est bien, parce que du niveau de jeu, j'ai cassé la Corée, j'ai cassé l'LCS. Le niveau de jeu coréen est supérieur, je trouve, à celui des LCS. Mais celui des LCS a son charme, dirons-nous. Mais en Euh, play-in, c'est parfait pour les play-in, Mais c'est ça. les LCS. Mettez unique Mais comme un justement- fleuve une équipe américaine. Mouah. Oh là là, parfait. Et ce qui est cool, c'est que la Corée, les 3 seeds, les 3 équipes sont en main event. Et il y a une équipe de NA qui est en play-in. Je trouve ça cool et plus cohérent que l'inverse, tu vois. Qu'il y ait 2 équipes coréennes en main event et une en play-in et 3 équipes NA en main event, ça aurait fait un petit peu un non-sens, je pense. Ne serait-ce que parce qu'ils gagnent plus. Hein. C'est joué sur les résultats, le repêchage à la base, comme l'attribution des signes. Et j'ai même trouvé un footage exclusif que je vais vous montrer instantanément tout de suite. Des fans de T1 pendant la game. La pression est montée. Et le problème, c'est quand vous faites monter la pression... voilà. Ça s'explose. Oui, malheureusement, boum. Fais voir. Attends, je regarde du coup sur le retour. Ça, c'est la maison T1 en ce moment, sur les réseaux sociaux en tout cas. C'est le feu, ça brûle. Oh putain. Alors moi je réagis après que vous l'ayez vu parce que voilà, le temps du retour, il y a 3-4 secondes de décalage. Mais ouais, ça doit ressembler à ça. Une cocotte Ça minute doit de ressembler. SpaceX. Voilà. Ça vous emmène dans l'espace. Ok. Sympa. Sympa. Du coup, ouais, on a les 3 équipes coréennes en tout cas pour les Worlds. Genji Seed 3, Dragon X Seed 2 et Damwon avec Showmaker sur la mid lane en Seed 1. Et je pense que au moins les Dragon X, au moins les Damwon vont en demi-finale. Je pense que les Dragon X aussi. Personnellement, je vois 2 demi-finales Corée-Chine. Parce que le niveau de jeu était... en tout cas, ils ont montré plus de choses insane que l'Europe ou les NA. Les NA, c'était insane, mais d'une autre manière. Mais pour moi, s'il y a une équipe Quelle belle manière de européenne... dire qu'ils étaient rincés. Pour moi, oui. Je travaille ma Positive attitude. Positive Ma- gaming ma only. mon verbe, ma verve, je ne sais plus trop comment on dit, mais bon, je travaille mon langage tout simplement. Ta verve Et ou du ton coup- verbe, ça marche. Voilà, ça les deux marchent, on est d'accord. Et du coup, pour moi, s'il y a une équipe européenne ou une équipe NA, alors si une équipe NA arrive en quart et gagne les quarts, c'est insane. Pour moi, si une équipe LEC arrive en demi et arrive à faire une bonne presta contre une équipe chinoise ou coréenne, genre C'est insane. c'est insane aussi, tu vois. Mais pour moi, ce sera 2 équipes chinoises, 2 équipes coréennes. C'est dit. On veut avoir une belle finale en fait. Et quand on regarde les équipes coréennes, les équipes européennes, quand elles arrivent en finale, on se prend des 3-0 sec. Après, c'est ça. sûr que là, sur ces playoffs, on n'a pas vraiment été gâté sur certains des matchs, puisque T1 s'est fait 3-0 quoi. RIP. Oui. Et ça s'est aussi fini en 3-0 dans une autre ligue, mon cher Auréus. Et on s'y attendait pas. Ouais, on va passer au LEC, effectivement, la ligue qui nous concerne le plus, hein, on est européen. C'est donc G2 qui a gagné 3-0, d'ailleurs en finale du Spring Split contre Fnatic, mais également en finale du Summer Split contre Fnatic, 3-0 également. Du coup, ils seront seed 1 pour l'Europe. Comme on l'a dit tout à l'heure, Fnatic seed 2, Rogue seed 3 et Mad Lion seed 4, du coup en play-in. Bon, eh bien, des games rondement menés. Hein. Par contre, j'ai un peu peur. Et je pense qu'on va y revenir aussi du côté des LCS. J'ai un peu peur que G2 et les équipes européennes en général soient un peu trop dépendants de leur mid-jungle. Pareil pour les LCS, j'ai vraiment l'impression genre, que Bjergsen a pas solo carry son équipe, tu vois, dans la finale, mais genre il a 80% de taux de participation aux Ils victoires de vont son manger équipe, au moins. 3-6-9 à la top lane et ils vont se faire démembrer. Mais c'est ça, genre le reste, la bot Et lane et les 3-6-9 top est pas laners, bon.
Alors, ils sont bons, tu vois, les top laners et les bot laners, mais c'est des joueurs pros. Mais contre la Chine ou la Corée, V369, il va se régaler à jouer contre, je sais pas moi, contre Impact, il va se régaler. Ça va être dingue contre Broken Blaze, mais Broken Blaze, aïe, aïe, aïe. Il a été bon quand même sur la Et finale, mais il va on se en faire parlait, pour réussir à battre les top e-sport, il fallait contenir la mid lane et démembrer 369. C'est comme ça que ça marchait. Donc si vous voulez gagner les Worlds, la recette, je l'ai déjà. Je vous l'ai donnée il y a ça 3 mois. Si vous voulez battre les top e-sport, battez leur top lane tout en essayant de faire en sorte que leur mid lane ne vous éclate pas. Ça, a priori, les Européens, on a des mid laners, on va avoir des beaux duels, ça va être assez agréable. Par contre, au top, on prie pour les pics atypiques de Bwipo, des builds étranges. Et des casters aînés en folie aussi, oui. Des casters aînés en folie. Moi, j'ai hâte de caster les plugins. Je croise les doigts pour être dessus, mais je pense que ça devrait pouvoir se faire. Du coup, voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi, G2 a remporté 3-0 et on va pouvoir passer justement au NA après 20. Alors, ça, c'est une stat que c'est de l'à peu près, mais ça reflète assez bien ce qui se passe en général. 25 games de playoff pour TSM dans ces playoffs du Summer. C'est énorme. Hein. Ils ont fait 2 fois le round 1, puisqu'ils ont fait round 1, ils ont perdu 3-0. Ensuite, ils sont passés dans le loser bracket. Et ensuite, ils ont fait tout leur run dans le loser bracket pour remonter contre Team Liquid, puis pour ensuite enchaîner avec FlyQuest en finale. Ils ont fait 25 games dans le playoff. C'est énorme. En général, les équipes qui vont en finale en playoff dans une ligue majeure, elles font 10 games à peu près, une dizaine de games avant de. Elle roule voilà, sur tout être le en monde jusqu'à finale la finale. Mais c'est ça. Eux, ils en ont fait 25. Ils en ont fait 25. C'est incroyable. Du coup, voilà, ils gagnent 3-2. Ils ont bien failli se faire remonter par FlyQuest qui voilà, ils menaient 2-0. Ils se sont fait remonter de 2, mais bon, ils ont réussi à faire le taf. Bjergsen, voilà, on y revient. J'ai trouvé tout simplement très fort sur la finale, mais je pense que contre d'autres équipes, il va juste se faire museler. Et derrière, t'as pas forcément les joueurs qui peuvent prendre sur eux, aller chercher le place contre tel ou tel joueur. Genre, pour moi, tu mets, comment il s'appelle déjà le Jackie Love, tu mets Jackie Love contre Double Lift, mais Double Lift, qu'est-ce qu'il va faire? Se faire double soulever. Reckless, que va-t-il faire? Je vous le demande. Ça va être un soulevage. On en parlera plus tard, mais Reckless, je ne l'enterre jamais, ainsi que Fnatic en phase de groupe. Ils ne sont jamais meilleurs qu'au pied du mur quand ils ont besoin de faire un perfect, et c'est là que Reckless sort les moves. Ou perd lamentablement en essayant. Il Mais va jouer Vayne, Tristana peut-être. on a déjà vu des Vayne mid et des Tristana qui font des trucs. Oui, je me souviens de sa Vayne et de cette Tristana Reckless. À une époque, c'était très respectable. Mais très fort. On a une bonne petite idée de la tête de ce que vont être les playoffs des équipes en présence aux Worlds, puisqu'on a quasiment tous les seeds, non? Oui, bah on les a tous hein, d'ailleurs. Je t'ai mis de côté du coup les équipes qui sont main event, qui sont en play-in, et du coup le résumé de tout ça. On va commencer par les équipes qui sont déjà qualifiées justement à ce main event. On a en Seed 1, on va commencer par la LPL, parce qu'on ne vous en a pas parlé là, on vous en avait déjà parlé précédemment. Seed 1, les vainqueurs des playoffs, Top eSport, avec Jackie Love justement sur le poste d'AD Carry. On a également Knight pour les intimes au niveau de la mid lane, enfin, c'est des joueurs excellents. Les JD Gaming avec Kanavi dans la jungle, on a Yagao, on a justement... alors c'est sur la botlane, c'est Loken de mémoire, c'est très bonne équipe. Sunning qui arrive à tirer leur épingle du jeu. Franchement, j'aurais pas parié sur eux. C'est très cool de les voir sincèrement. Au niveau du LEC, G2, Fnatic Rogue, Damwon DRX et Genji pour la Corée. LCS, on va avoir du coup Team Solomid et FlyQuest, puisque Team Liquid, eux, seront en play-in. Et en PCS, on a les Machi eSports, voilà. Et ensuite, les 4 autres équipes viendront des matchs de play-in. Et on va pouvoir en parler du format des play-in. On a potentiellement une chose à faire remarquer aux viewers, c'est que les Chinois, ils ont un seed 1, 2 seed 2. Contrairement aux Européens qui ont un seed 1, un seed 2, un seed 3, un seed 4. En termes de pool. Donc les Chinois ont beaucoup plus de chances de se retrouver dans des pools favorables. Et même, on risque d'avoir une pool sans Chinois du coup. Ouais, c'est vrai. Non, c'est impossible.
Non, je pense que non, t'es Ils- obligé ils- d'avoir au moins une équipe. Ouais. C'est ça, donc il y a une équipe chinoise par poule. Et peut-être avoir des demi 100% chinoises. Ouais, et après, ils font en sorte que la hype pour toutes les régions continue, puisque en demi, par exemple, tu peux pas avoir. Enfin, en quart, tu peux pas avoir Chine contre Chine. Si tu as une équipe chinoise qui est tirée au sort au niveau des quarts, en face d'elle, elle peut pas avoir d'équipe chinoise. Donc, s'il y a une équipe chinoise qui est tirée, bah, elle sera directement dans le deuxième quart, et puis il y a une équipe européenne, LCS ou LEC qui sera contre elle, ou On va wildcard, voir ce que font les Coréens, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de hype dans les matchs de quart. Oh, tu veux que je te hype? Il y a Maxen qui a offert un abonnement de niveau 1 qui est tombé sur votre pseudo. Parfait, votre pseudo. Du coup, tu as ton abonnement. Merci beaucoup, Maxen. Votre pseudo en joie, hein, du coup. Et on a les 15 abos. Donc, on a une émote supplémentaire qui va tomber. GG, GG. Je la mettrai. Mais pas tout de suite, malheureusement. Ça sera pour le prochain. Oui, ce sera pour le prochain, bien entendu. Maxime Du coup, voilà Kikari pour, Pardon. Oui, Maxen Ikeriouf. Et du coup, voilà pour les équipes qui sont déjà en main event. On va pouvoir zoomer sur les équipes du play-in. On va en parler un petit peu sans trop s'attarder, puisque on a des chroniqueurs qui vont en parler bien mieux que nous. Mais site 4 de la LPL, les LGD Gaming, vainqueurs de la finale régionale de cette région. LEC site 4 Mad Lion, Team Liquid pour les LCS, PCS, on a PSG. On a le Paris le Saint-Germain PSG. Worlds, quoi. Le Paris Saint-Germain peut être champion du monde de LoL. C'est une possibilité. Il y a à peu près 0,03% de chance. Mais c'est possible. Au revoir les Lariva. Je vous inquiétez pas, je vous présente la suite des équipes. CB LoL, donc le Brésil. On a les Ints, les Unicorn of Love, bien sûr. Le au PSG niveau de la au Russie, Worlds, on quoi. avait reçu. Qu'est-ce que t'as dit? Il m'entend pas. Qu'est-ce que t'as dit? J'étais en train de parler. J'ai Le pas entendu. PSG au Worlds. Oui, le PSG est au World. Ils n'ont pas réussi à se qualifier via l'Europe. Ils passent par une autre région. Ils sont si malins. Je peux pas leur en vouloir étant donné que mon équipe de cœur a fait pareil. Oui, mais c'est ce qu'on fait les Unicorn of Love. Justement, j'étais en train d'en parler. On avait reçu Toucan Céleste il y a quelques semaines, quelques mois même, sur ce plateau, analyste des Unicorn of Love, qui est très content que voilà, son équipe ait autant dominé la région et je me sens très confiant. Je l'ai re-eu en off un petit peu début de la semaine ou fin de semaine dernière, je sais plus. Et ouais, il est très content et il est en mode je sais que mes joueurs et que nos joueurs ils peuvent vraiment surprendre. Donc, équipe à suivre de la LCL. TCL, on a les Papara Supermassive, les fameux Papara. Le nom de crew est très stylé. Pour le Japon, on a les V3 eSports, les Rainbow Seven pour la LLA. Et pour l'Océanie, on a les Legacy eSports. Voilà. Pourquoi V3? Parce Toutes que les la équipes V1 et sont la là, V2 les n'ont pas Warriors. fait les Worlds. Ça doit être ça, ouais. Ou Et la pas. V1, on n'en parle même pas. Oh, la V1, on n'en parle pas. Les Legacy Sport pour le PL, c'est très rigolo vu comment ils jouent un LoL rétrograde, on dira. L'OPL, on n'y attend rien. Je suis en train de me dire que pour les Unicorn of Love, c'est parfaitement faisable d'aller dans les groupes, hein, puisqu'on a 4 places à prendre. Soyons clairs, Team Liquid, Mad Lions et le GD Gaming, ça a l'air difficile à prendre. Je n'ai aucun respect pour l'équipe du PSG pour le moment, on verra à l'occasion. INTZ et Supermassive, c'est de bons concurrents. En fonction des poules, ça pourrait se faire. Je vais expliquer le format des play-in, parce que je ne sais pas si tout le monde a vu, mais c'est un format un petit peu particulier, le format des play-in des Worlds de League of Legends sur cette année 2020. Il y a deux poules. Et 4 équipes vont passer en main event. Donc, 2 poules de 5 joueurs. Tout le monde se rencontre une fois. Par contre, je ne sais plus si c'est un match aller ou en match aller-retour. Je vous dis ça tout de suite. Blablabla. 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 Ok, c'est du BO2 du coup, puisqu'il y a des matchs. C'est match aller-retour. Ouais, je crois que c'est match aller-retour si je dis pas de bêtises. En tout cas, quoi qu'il arrive, le reste reste la même chose. On a la première équipe qui passe en main event. Quoi qu'il arrive, la première équipe de sa poule de 5 passe en main event. La dernière équipe est éliminée. Voilà, donc il y a ça pour les deux poules. Ensuite, il reste du coup 3 équipes par poule. Poule A, 3 équipes. Groupe B, 3 équipes. L'équipe qui est deuxième va attendre dans un round de qualification en tant que seed 2. Elle va attendre ici, et là, c'est vide. Juste avant l'équipe qui va arriver là pour rencontrer le site 2, il y a le site 3 et le site 4 qui s'affrontent. Le gagnant
va affronter le seed 2. Ce match-là, c'est un BO5 et ce match-là, c'est un BO5. Du coup, l'équipe qui perd sur l'Elimination Round, qui est un BO5, entre le seed 3 et le seed 4, bah, n'est plus au World, tout simplement. Ça dégage. Et l'équipe qui gagne passe contre le seed 2, mais de l'autre arbre. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir, pourquoi pas, du LGD Team Liquid contre voilà, du Mad Lions, etc. Donc ça peut vraiment y avoir des trucs très sympas. Et donc les équipes qui se qualifient pas tout de suite en tête de poule ont potentiellement 2 BO5 à jouer avant d'être dans le main event. Donc le format est très stylé, je trouve. Ça va augmenter un petit peu la hype de ces équipes en play-in. Il y a de la pression parce que tu veux pas être dernier. Il y a de l'enjeu parce que tu veux pour le coup être premier et éviter ces 2 BO5. Et quand tu es dans ces BO5, quand tu es engagé dedans, bah il y a, on va dire, beaucoup de pression parce que bah, si tu perds, tu sors, tu es éliminé des Worlds, tu passes même pas en main event et tu as du coup 2 BO5 qui sont ouf parce que de toute façon les équipes sont dingues. Tu peux avoir par exemple du PSG LGD, tu peux avoir du Mad Lions contre Unicorn of Love. Genre tu peux vraiment avoir des rencontres très stylées en BO5 dès le play-in. Et c'est ça qui, je pense, va faire toute la différence par rapport aux années précédentes. Bah là, on a un play-in qui est très intéressant en termes de format. Puisqu'il y a très peu d'équipes qui sont éliminées sur l'aller-retour, c'est ça qui était assez dommage. Et même les petites équipes vont avoir l'occasion de jouer un vrai BO5, ce qui était pas le cas. Ce qui paradoxalement donne plutôt avantage aux équipes qui vont être préparées. Ça donne un avantage aux grosses régions qui ont des BO5 plus solides. Hein. Vraiment la première place normalement n'est pas à prendre. Hein. Ça va être très difficile à avoir. Il y a beaucoup de matchs, 8 matchs, ça permet d'aller chercher très loin et d'éviter les accidents. Et ensuite, le BO5 doit réussir à protéger les teams qui arrivent deuxième. Mais, sait-on jamais, il y a une place à prendre pour moi. La question, c'est de savoir qui va la prendre. Ouais, je pense que par exemple, tu vois, des équipes venant de Turquie et d'Océanie ou d'Amérique latine, je mets ces là à côté, mais pour moi, Amérique latine, Océanie, Turquie, c'est probablement seed 5 de la poule. Mais du coup, dans ces trois-là, tu en as une qui sera seed 4 et qui jouera à double BO5. Pareil pour le Japon. Pour moi, des prestations qu'on a déjà vues du Japon au Worlds, ça reste quand même assez bon. J'ai pas suivi le Japon cette année, donc je sais pas vraiment le niveau qu'ils peuvent avoir. Mais pour moi, ce sera seed 4 ou plus, enfin seed 4 ou 3. Donc ça va jouer également du BO5 pour le Japon. Et ensuite, tu as potentiellement du LGD et du Mad Lions, pour moi, qui sont top 1 de leur pool. Derrière, tu auras du Team Liquid, Unicorn of Love, seed 2, je pense, qui vont attendre tranquillement pour jouer un BO5. Et derrière, ça va jouer entre Brésil, PCS avec le PSG, le Japon. Genre, c'est des équipes, tu vois, je sais pas trop comment évaluer réellement leur niveau. Mais pour moi, le top 4 des play-in, logiquement, c'est LGD, Mad Lion, Team Liquid, Unicorn. Mais je mets une pièce potentiellement, je dis bien potentiellement, sur le PSG. Parce que bon, c'est une écurie française tout de même. Et puis c'est la PCS qui joue bien en PCS, hein, on dira ce qu'on veut. Ouais. C'est un site 2. Hein. Donc ils ont un site j'ai dit Brésil, non, pas le Brésil, le Japon. Je mets une pièce soit sur le PSG, soit sur le Japon ensuite. Les PCS, ils ont un site 1 qui est les Machi Sport, mais ce genre de région en général a un site qui est bon, le deuxième chute vraiment très vite. Donc c'est plus un avantage qu'autre chose. C'est pour ça qu'on leur met pas forcément autant de choses que ça. C'est pas une région si stack. L'année jusqu'au troisième, il y a du monde. On dira ce qu'on veut. Il y a quand même du monde. Toutes les régions majeures jusqu'au seed 4, c'est assez joli. C'est exceptionnel au seed 1 et 2 en général. Sauf la Chine où c'est exceptionnel jusqu'au seed 5. Cas particulier. Donc on est bien. On est franchement... On est vraiment bien. Alors, on a probablement des très beaux Worlds qui se présagent. En plus, Riot Games a décidé d'avoir une politique de patch un poil accommodante pour les joueurs en essayant de régler les gros problèmes, les méta pas drôles, les persos qui sont vraiment trop forts, d'essayer d'anticiper un peu, de manière à ce que la méta puisse pas vraiment switch. On sort pas de champion et de mécanique trop forte, hein, parce que c'est une erreur au niveau des Worlds de sortir des champions juste avant. On se souvient de la sortie de Skarner, Darius et Mordekaiser, Odok Pullman. C'était très rigolo de voir le maître du métal one-shot en ADC avec un flash, mais bon. Oui. Donc c'est pour ça on n'a pas sorti beaucoup de champions récemment sur LoL. Et puis des skill cap. Attends, Samira,
Attends, c'est Samira ou Séraphine le prochain champion? Attends, je crois qu'il y a les deux. Attends, mais il n'y a pas eu un autre champion juste avant. Yone, je crois. Yolia. Oh, Lilia. Mais oui, c'est vrai. 4 champions en 4 mois, 3 mois. Heureusement qu'Ione sera disabled. Oh putain. Oui, par contre, il y aura Bambi. Il y aura Bambi. Samira, je ne sais pas. Elle sort sur le 10-19, non, il me semble. Alors, je crois Mais- qu'ils mettent pas Yone parce qu'il est considéré comme OP, même par les devs qui tentent de l'équilibrer. Mais pour Samira. Donc ils se ils disent savent que Samira, pas. ça va aller day one. Non, je pense pas. Si tu mets Non. pas Yone, tu peux pas mettre Samira, logiquement. Normalement, Lilia, par contre, c'est ok. Après, Lilia, elle a l'air d'avoir Oui, été. Lilia, c'est bon. Non, mais c'est acté. Il y aura Lilia. C'est bon. dans le- Mais en tout cas, il y a quelques patchs qui sont sortis. Marquieter, encore frappé. Ah oui, Marketer, c'est notre poteau, hein. Un jour, faudra qu'on l'invite, hein, parce que il est là à chaque accent e-sport, hein, Il tout va falloir simplement, qu'on le fasse donc, en anglais, ça va être plus dur. Ah, c'est jouable. On a des copains dans le chat qui poseront des questions, on aura juste à lui poser, tu vois. Il y a moyen. Il y a moyen. Du coup, petit patch plutôt d'équilibrage, mais il y a quand même des choses très importantes à noter. Akali, petite marche arrière sur son Q-Spell. Au niveau de son up, c'était sur le 10.16. Ils avaient du coup augmenté de 5 points de dégâts par level son sort, et ils avaient passé les dégâts de son E ou de son Z, je sais plus. Il y en a un, c'est la smoke, l'autre, c'est son shuriken où elle saute en arrière, donc c'est le shuriken bien sûr. Ils avaient passé les dégâts physiques en dégâts magiques, donc c'est ça principalement qui l'a fait revenir sur le devant de la scène. Mais voilà, du coup, petite marche arrière sur son Q-Spell. Harry, par contre, elle prend un petit buff plutôt sympa. Je trouve réduction de CD de son Q-Spell d'une seconde par niveau du sort, et réduction du coup en mana de 15 points. 15. C'est monumental. Un gros buff. C'est un gros buff. Ça change pas les dégâts qu'elle met, mais sa capacité à tenir la lane. Pour un assassin qui joue en pusher décalé, c'est. Est-ce que ça serait pas suffisant pour la remettre sur la voie pour les Worlds? Que ça soit un pic qui soit envisagé par les équipes. Pas forcément fort, mais envisagé. Le truc, c'est que Harry, tu peux la jouer Comet, pourquoi pas pour POC sur un match-up corps à corps. Tu peux la jouer Electrocute pour Burst. Tu peux la jouer Optimisation Glaciale pour être un peu plus en mode contrôle. Il y a vraiment des options stratégiques qui sont intéressantes avec le C'est le champion. hard counter de C'est dur à Azir. abuser. C'est ça. C'est dur à abuser parce que ça a 3 dash. Donc en lane, pour aller la catch après le niveau 6, bah, c'est comme un cassadin, quoi, de toute manière. 10, 5, 9. Voilà, 36 Il y en a 000 dash, beaucoup trop. Harry. Oui, c'est comme Irelia. Il y en a beaucoup. Du coup, pourquoi pas, ça donne un pick safe au mid qui a des opportunités un peu plus early qu'un Azir, tu vois. Dans le mode, c'est dur à abuser et ça peut faire des trucs. Alors qu'Azir, pour faire un truc avant le scaling, c'est vraiment un flash ult sur 4 personnes, 3-4 personnes devant un objectif, quoi. Harry peut offrir ça, tu vois. Un petit peu plus d'agressivité early, bien sûr. Et ça décale également très vite de par le fait qu'elle a beaucoup de dash. Donc moi, j'apprécie sincèrement que Harry soit remise un petit peu au goût du jour, mais par contre, faut pas que ce soit OP. Non. Bah, ils ont pas touché aux dégâts, ils ont touché à sa mana, donc c'est assez intéressant. Et le W est vraiment utile quand on touche. Donc, quand on touche le. Donc... Apparemment, le chat est content du buff de Harry. Oui, il y On a, va il y a continuer, quelqu'un qui est content d'Hivern aussi, clairement. Ouais, j'ai l'impression, là, il y a un petit buff d'Hivern, on va y arriver, on fait par ordre alphabétique. Donc, Aphelios, augmentation de l'AD par niveau, ça passe de 2 d'AD par level à 2,4. Donc, il faut multiplier par 17 les 0,4 pour voir combien il gagne d'AD au total. Et 8, 9, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. 0,4 x Donc 17, ça doit faire 8. C'est une épée longue au niveau 18, c'est 300 gold au niveau 18. Est-ce que c'est si impactant que ça, selon toi, Lariva? Bah, c'est des petits changements sur la courbe. Regarde, on a changé la base AD de Caitlyn de 2. C'est disponible tout de suite. C'est un buff bien plus énorme. Et ça a suffi à la rendre OP. Aphelios, Priorisé dans toutes les drafts, c'est sûr. c'est ça. Aphelios, c'est pas un champion. On sait que c'est un champion qui dérape très vite en termes d'équilibrage. Donc, ça a l'air d'être un gros buff. Parce que c'est 300 gold de value que vous n'avez pas acheté. Hein. Donc, en gros, vous pouvez compter sur 150 gold de value en plus au level un peu moins, 120 gold au level 9, ce qui est le moment où le perso va commencer à spike, hein, plus ou moins. Donc, c'est léger, mais ça fait la diff et c'est démultiplié par le nombre d'auto et de spells qu'il met. Hein, faut pas oublier que ça part dans les ratios. Faut multiplier par le ratio d'AD total quand vous faites ces calculs-là. Ça va.
C'est pas le truc le plus important, je trouve. Ouais, mais c'est vrai qu'on le voit plus du tout parce qu'il a pris 3 nerfs de suite après un buff qu'il avait pris au 10.3, 4, quelque chose comme ça. Après, il a pris 3 nerfs de suite au 10.10, 12 et peut-être 8. Donc voilà, fallait lui refaire un petit coup de boost histoire de pouvoir rouvrir cette option à Aphelios. Qui avait un petit creux. Azir, ensuite, son Z dresse-toi réduction du bonus de vitesse d'attaque de 20 à 60, ça passe de 10 à 50, donc ça perd 10% par level en termes d'attaque speed. Pour le coup, je trouve que c'est un nerf qui est pas assez conséquent. Tu vas me dire ce que tu en penses, dans le sens où je viens de le dire, et Closer l'avait dit, un mid laner sub de Faker, que en fait, le champion est trop fort, trop safe, il scale trop bien. Tu as des opportunités de play scandaleuses. Tu remets ton équipe safe en fight avec une partition impériale qui peut aussi te servir pour détruire un fight. Pour moi, genre réduire sa vitesse d'attaque, On s'en fout. c'est pas sa force réellement. Ça va impacter un peu son scaling, mais pas tant que ça en fait. Parce qu'en plus, tu peux jouer Comet sur certains match-ups, mais tu peux aussi jouer Tempo Mortel. Si tu joues Tempo Mortel, tu t'en fous. On n'est pas à 10% d'attaque speed près, et en plus, c'est pas ce qui vous gêne. Enfin, ça ne proc que dans un cas très particulier, c'est quand vous mettez 3 soldats. Donc ça ne proc qu'en late game, au moment où le Z, les soldats, est déjà maxé. Ouais. Donc en gros, vous passez de 60 à 50. C'est pas une division par 2 comme ce qu'on peut croire de 20 à 10, où là pour le coup, votre bonus il est quasi inexistant. Et comme on dit, on joue tempo mortel quand on joue sur les soldats, on joue Comet quand on veut avoir la lane, la capacité d'Azir à tenir une lane tout en scalant et à créer le final boss, hein, c'est littéralement pour ça qu'il était fort. Force, hein. C'est un peu trop compliqué. C'est pour ça qu'on voyait des Corki sur la mid lane, parce qu'on considère que Corki, c'est le rare champion qui scale aussi bien qu'Azir et qui est capable de le tenir en lane. Alors, le tenir en lane, je suis pas sûr, mais la réponse qu'on a vue un peu plus récemment à Azir, eh bien, c'était d'une Echo, parce que tu peux repasser derrière la partition impériale, et de 2 Ziggs pour le push, justement. C'est ça, mais c'est beaucoup plus Ouais. engageant en termes de Corki, composition. ça reste un AD carry qui peut se repositionner, et c'est sûr que ça a aussi beaucoup de force. Mais je t'en avais parlé avec pas mal de copains casters et également avec mon mid laner quand j'étais chez Pulsia. Il m'avait dit, bah, en vrai, Corki, ça n'a jamais été vraiment une bonne réponse à Azir. Ah non, Et c'est le gros problème d'Azir, c'est que t'as pas réellement de bonne réponse. Alors que tu prends une LeBlanc, bah, tu vas prendre un Galio en face de toi et tu joues pas ton match-up, quoi. c'est ça. C'est pour ça que Harry, qui est le counter naturel de Azir, parce qu'elle peut le follow sur ses dashs, puisque deux de ses dashs peuvent servir à follow la disengage d'Azir. Faut utiliser déjà 2 dashs, et le troisième sert à éviter ou à contourner la partition impériale, ou repasser à travers, donc ça fonctionne. Mais Harry, c'est très engageant dans une draft, il y a des choses qu'elle ne fait pas. C'est un perso qui dépouche au corps à corps. Ça a de la range, hein, son orbe, mais il faut qu'elle s'approche en range mêlée des minions mêlés pour pouvoir dépoucher les distances. Ce qui est pas fou quand on le dépouche. Azir lui fait ça de loin. C'est ça. Bon, on a passé beaucoup de temps sur Azir. On va passer au prochain champion dans l'ordre alphabétique. C'est Caitlyn. Nerf pour Caitlyn. Réduction de l'AD de base 64 à 62. Donc marche arrière par rapport à il y a 2 patchs. Par rapport à là où on en est aujourd'hui. Parce que ça, c'est le 10.19, le patch des Worlds. D'ailleurs, on n'a même pas précisé, mais c'est le patch des Worlds. Tout simplement. Et ajustement des dégâts de tir dans la tête. Renforcé. Donc ça passe de 60 240 à 40 240. Donc c'est un petit nerf dans l'early au niveau du piège, mais bon, ça reste 2 nerfs qui sont quand même orientés sur la lane, puisque ça tombe tout de suite, quoi, niveau 1 du trap et niveau 1 du champion sur l'AD. Sachant que le trap est pas monté tout de suite. Ouais. Donc il faut mettre 3 points dans le Q-spell. Donc c'est vraiment le pré-level 6 de Caitlyn qui prend 20 points de dégâts par trap et 2 points par auto. Donc c'est 20, 30, 40 points de vie, voire même 50 points de vie en plus rajoutés à l'adversaire. C'est une auto. Une auto, c'est énorme dans un trade. Oui, surtout au niveau qu'on va voir au niveau des Worlds. Irelia, augmentation des dégâts de son R, 125-325, ça passe de 125-375, donc augmentation sur le niveau 2 et niveau 3 du sort. Hiverne, graine à retardement, augmentation du ralentissement, ça passe de 40 à 60% de ralentissement à 50-70% de ralentissement. Pas mal. C'est-à-dire qu'au minimum, c'est 50% de la vitesse de déplacement qui est enlevée, tout simplement. Donc c'est
c'est bien, c'est bien. Après, est-ce que ça va faire en sorte de le revoir à haut niveau? Ce qui était fort sur lui quand c'était beaucoup joué, c'était sa capacité à pile, à mettre des shields, à couvrir ses alliés. Là, un slow, c'est plus potentiellement pour aller réengager derrière ou pour faire un catch. Ça pile mieux aussi, donc globalement, ça permet aussi à Marguerite de mettre beaucoup plus ses Q-spells. Ce slow sur le E, il scale sur tout le kit d'Ivern, donc c'est Une sympa. Marguerite qui va pouvoir placer son bump, du coup, par exemple, C'est un ça. peu plus facilement. Donc ouais, c'est sûr que c'est plutôt pas mal. Général pour Lucian, augmentation de l'AD par niveau. Non, réduction de l'AD par niveau, pardon. Ça passe de 2,75 à 2,3. Donc pareil, hein, ça fait 0,4. 0,45 même, donc ça fait 9 d'AD de moins au niveau 18. Senna, elle aura moins d'âme, voilà, c'est tout ce que vous avez à retenir. Sivir, augmentation de la vitesse de déplacement de son passif qui augmente de 5 points. Sylas, réduction du temps de récupération de son ultime. Alors ça, je ne suis pas fan du tout, parce que je pense que c'est beaucoup trop fort en fait. Sylas Ça va être passer omniprésent du coup. ouais, le détournement, ça va faire 180, 60 à 170, 40. 40 au niveau 16. Si vous avez un dragon des vents et 40% de CDR, vous avez 20 secondes pour avoir le détournement. Donc vous pouvez voler l'ultime, l'utiliser, attendre 15-20 secondes, voler un ultime, l'utiliser. Insane. 20 secondes? Ah oui, un Ouais, dragon des vents plus 40%, oui, t'as dit. Oui, c'est ça. oui. Moi, j'étais en train de penser aux 87,5% surtout de qu'avec, CDR. Là, c'est fait un ultime toutes les 5 secondes. Avec Sylas, tu joues un peu CDR, tu as le GLP, tu as le visage spirituel, donc tu montes là déjà très rapidement. Potentiellement dans les runes, si tu builds un peu comme un Cassadin, tu peux monter à genre 10 secondes de CD sur le détournement. Après, il faut le temps d'utiliser l'ultime au bon moment, donc je pense pas que ce soit worse, tu vois. Mais dans un tu teamfight, peux ça permet descendre. d'utiliser 3 ultimes. Ça, c'est fort. Ouais, mais ce sera jamais le même, tu vois. Oui, mais c'est Et fort puis quand bon, même. utiliser une destinée de TF ou un R de Zoé en teamfight, genre, il y a mieux, tu vois. Il y a mieux. Mais je pense que 20 secondes, déjà, t'es bien capé en termes de. Ouais, je pense que c'est déjà. Bon, ça c'est déjà fait très 2 correct. voire 3 ultis par teamfight quand on regarde la version des teamfights. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre de prendre l'appel de la forge du Horn qu'il y a dans la game, hein, parce qu'il y aura des Horns face à Sylas en général. On se débrouille. Non, il y aura du Sylas contre Horn plutôt. Oui, il y aura du Voler Sylas le contre Horn, en effet. Et ensuite, vous pouvez vous dire qu'il y a un ulti d'un ADC ou d'un mid laner qui part en plus. C'est vrai que Zoé, on se rabat sur le jungler en général. Ouais. Mais Twisted c'est Fate. pas mal. Twisted Fate pour la suite, on en parlait juste avant. Vitesse de déplacement de base réduit de 5 points. C'est beaucoup. C'est un nerf, enfin c'était un nerf qui est équivalent au buff qu'avait pris Udyr il y a un petit moment, qui avait pris 5 de vitesse de déplacement. Et bien là, Udyr il prend un up. Tu prends un up comme ça, tu deviens OP, hein, mais bon, c'est Udyr, donc on sait pas trop. En tout cas, sur le R, donc Je dis rappé cette forme de jungle. phénix. Ouais. Augmentation du cône de dégâts, ça passe de 50 à 275 dégâts du cône, plus 60% d'AP, à 50, 325, donc plus 50 de dégâts au niveau 5 du sort. Et le ratio passe de 60% à 70%, donc plus de dégâts en cône, plus de clear de jungle, plus de dégâts en teamfight. La forme du Phoenix a l'air de redevenir très intéressante. Bah, surtout c'est le level 6 de la forme du Phoenix qui a 325, donc ça prend un peu de temps à monter quand même. Il faut arriver level 11. Mais Ouais. partir du principe que vous arrivez level 11 avec une game dans Udyr, c'est normal. Ouais. Vous devez être capable de jouer votre game jusqu'à ce moment-là. Hein, le champion est quand même fait pour. Et ensuite, le ratio commence à taper. Et un ratio à 70, bah, ça veut dire que le build tuture Udyr AP, c'est pas mal. Avec de l'AP, dans de Nashor. Et ensuite, full tank, hein, parce qu'il faut pas déconner. C'est sûr. Mais c'est surtout que, genre, tu vois, t'as pas mal de retours de Lucian en lane, etc. Donc ça fait un AD, tu peux avoir des AD top aussi. Donc avoir un petit AP comme ça, corps à corps, ça peut être Et intéressant. puis, Udyr Ça est un tombe excellent pas. anti-AD. Hein. L'air de rien, il porte très bien le Frozen Heart. Le cœur gelé, qui est un item qui, à l'heure actuelle, craqué. Hein. On l'utilise pas, mais il est pété au plus haut point. Il vaut tellement de gold comparé à ce que vous avez. Il porte bien les tavis, il porte bien tous les items AD, anti-AD à l'heure actuelle. Vous prenez un Udyr full tank
qui est maxé au Phoenix parce qu'il a ses 50 dégâts de plus pour clear, donc il peut se permettre de jouer full tank. Allez, il prend un écho runique parce qu'il n'y a rien d'autre à prendre. Vous avez non seulement une bête de gank, une bête de clear et un truc que les ADC peuvent pas gérer. Bah, je peux vous assurer qu'en teamfight, vous allez être une plaie pour l'équipe adverse. Hein. Comme ça, la plaie. Ouais, comme ça. Udyr qui se balade dans ton teamfight et dans ton équipe. Avec cette musique-là, c'est très sympa. Du coup, Udyr, bon, je pense pas que ça va le faire revenir sur le devant de la scène, mais bon, on espère un rework. Hein, Prepare vos solo queue. Prepare vos solo queue, ouais. Je vais le ressortir, tiens, pour voir un peu ce que ça donne. Et le dernier est un up pour Vayne, augmentation du buff d'AD de son ultime de 10 points par niveau du sort. Voilà, ça c'est beaucoup. Ouais, mais c'est la vitesse d'attaque que tu veux avec Vayne. Donc, mais bon, ça fait quand même 10 d'AD par level, par level du sort. Donc, c'est très fort, effectivement. Bah, c'est 10 d'AD flat en plus, c'est 300 gold en plus. Et... Du coup, il est 20h pile, on a fini nos news générales, les Lariva, pendant que le soleil me détruit le front. Heureusement que c'est pas dans mes yeux. Et on va pouvoir, par conséquent, partir pour une petite pause. Vous la connaissez bien, celle-ci. On récupère Walk pour la chronique sur les équipes occidentales. Pour les voir, je cherchais le terme occidental. Donc, les équipes LEC européennes et les équipes wildcard NA. A tout de suite. Et de retour sur l'accent e-sport pour la chronique avec Walk. Bien sûr, Walk, comment tu vas? Ça va très bien, merci à tous. Parfait, parfait. Bah écoute, si tu vas bien, c'est génial, c'est génial. Aujourd'hui, pour ce soir, la chronique de Walk, c'est sur les équipes occidentales qui vont aller au Worlds de League of Legends. Mais avant, il voulait refaire un petit point au niveau du patch, deux, trois petites choses à dire de ce côté. Voilà, donc en fait le patch, donc déjà faut savoir que leur but c'est de nerf notamment Akali, Lucian parce qu'ils ont peur d'une énorme domination des deux champions avec 100% de pick ou ban sur toutes les games. Donc ils leur mettent un petit nerf. Le buff Sivir est intéressant couplé au nerf de Caitlyn parce que Sivir c'est plutôt un champion qui généralement est bon contre Caitlyn mais elle avait beaucoup de mal récemment. Donc en la buffant un peu et en nerfant Caitlyn, on peut avoir un counter pick à Caitlyn qui devrait pas non plus trop la tuer, même si son early est extrêmement nerfé avec le patch que vous avez dit. Azir, c'est un nerf qui tue pas le champion, mais qui quand même peut avoir son importance. Sur des phases de burst et tout, on sait jamais, parce que même si c'est pas fréquent d'avoir les 3 soldats qui pop d'un coup en early, c'est quand même les meilleurs joueurs du monde, donc pour eux c'est peut-être plus facile. Pour nous en solo queue moins, mais pour eux ils peuvent le faire, donc ça peut avoir un impact. Le nerf de Senna ADC sur le spot des spectres, c'est intéressant aussi, il faut voir. Ils ont du mal avec cette mécanique où ça fait plusieurs fois qu'ils nerfent, qui up, on ne sait pas trop. Le buff de Silan, probablement permaban, permapic, on ne sait pas trop, mais c'est assez infâme. Irelia, c'est un buff massif, c'est incroyable. Moi, je pense qu'on va énormément l'avoir pendant les Worlds. Donc les 50 dégâts sur le R, niveau 3. Ouais, mais ça kick au level 16, donc pour moi, ça va pas changer le champion dans la prio. Il y a les plus 100 du périmètre damage aussi, et surtout, en fait, là où elle va devenir super intéressante, c'est qu'elle s'en sort bien contre pas mal de champions qu'on peut voir, notamment mid lane et un peu top lane. Ça, c'est vrai. Et surtout qu'on a eu aussi les junglers AP qui sont revenus ultra forts dans la méta. Donc d'un seul coup, c'est un pick qui va pouvoir être flex. On va la prendre, mais elle ira top, elle ira mid, on ne sait pas. Et on sait très bien que les champions qui peuvent être flex, ce sont souvent des champions qui sont très plébiscités dans les premières rotations parce que justement, ça permet quand même de s'adapter à la draft de l'adversaire. Donc pour moi, c'est un pick qui peut avoir son importance au World. Après, il y a le buff de Vayne qui, elle, pourrait sortir contre certaines compos et tout, pour si les équipes veulent vraiment jouer des gros tanks. On a vu certaines games récemment, alors un peu plus en Asie d'ailleurs, où ça jouait de l'Orne, du Galio avec un gros jungler carry et un Nautilus, une Leona botlane. Vayne, elle peut faire quelque chose contre ce genre de composition, mais plus un pick situationnel qu'un pick prioritaire. Laissons cap. Aphelios, on peut peut-être le revoir. Ivern, je trouve que le slow augmenté, ça peut être très intéressant aussi
vu qu'on a aussi également vu Yankos avec Shen sur la finale du LEC, où c'est ce genre de jungler qui finalement, contrairement à ce qu'on voit dans la méta actuelle, vont être des junglers qui vont faire énormément de gank pour mettre les lanes sur orbite plutôt que d'essayer un peu de scale en début de partie. Donc avec Ivern qui viendrait, qui avec son slow ferait énormément de gank et donnerait l'avantage sur les lanes. En plus, Ivern c'est un champion qui peut jungle très rapidement parce que il jungle de sa propre manière. Hein, on connaît tous le passif d'Ivern qui permet de faire les camps sans leur taper dessus. Donc ça peut, ouais, voilà. Ça peut vraiment être intéressant et un pick qu'on peut voir dans certaines compos. Pareil, certainement pas un pick prioritaire, mais voir une ou deux compos où ils peuvent briller et faire briller d'autres champions, ce serait pas complètement déconnant. Et bon, après le buff du Dir, rigolo. C'est un gros buff. C'est un gros buff, mais ouais, j'y crois pas à Udir World. Le champion a trop des mécaniques de saison 1 pour. Je serais pas étonné que ça vienne. Quand ils expliquent le buff, ils disent c'est un buff qui est lié aux joueurs de pas très haut niveau ou autre, parce qu'en pro, Udir, ça marche pas. Il y a que Damon Prox qui pourrait le jouer, c'est tout. Ouais, voilà, ou alors sur une stratégie vraiment où on prend un Udir si on arrive à avoir la prio sur les lanes, mais c'est un outdraft total en fait. Si tu peux prendre Udir dans la jungle parce que tu n'as pas le. T'as déjà gagné en fait. Et que d'un seul coup, tu as quand même la prio sur toutes tes autres lanes, et que donc tu essaies de counter la jungle aussi avec un Udir comme ça, ouais, mais enfin. Qu'est-ce qu'a fait l'équipe adverse? Petite parenthèse pour Udir, il était joué saison 1 par Linac, le jungler des AAA Worlds de LoL à cette époque en 2010, parce que c'est un statistique champion, c'est-à-dire que plus il a de stats, plus il est vraiment très fort, un peu comme un Garen ou un Mundo, et en fait le fait est que dans la saison il y avait vraiment des items qui lui convenaient très bien, et ensuite il a été joué saison 2, saison 3 par Diamond Prox, parce que le counter jungle est devenu vraiment à la mode, initié par les Moscow 5, principalement Diamond Prox, du coup le jungler, et c'est pour ça qu'à cette époque on voyait du Udir, de la Shyvana également, parce que ça clear très très vite, mais là est-ce que le counter jungle et l'ultra clear de jungle est important? Je sais pas, surtout que t'as Lilia qui fait ça en utilitaire pour son équipe tout en gardant un très bon clear de jungle avec un slow sur beaucoup de gens. Elle va plus vite. Endormir l'équipe. Et elle court plus vite en plus. Elle court plus vite. Pour moi, lui dire Lilia c'est une version améliorée. Has-been. Fini. Ouais. Bon. Alors maintenant, je propose qu'on commence directement par attaquer par le plat principal, donc le LEC. Oui. Donc, le LEC, ce qui était intéressant, c'est qu'on a une méta assez particulière. Enfin, vous allez voir, les LCS et le LEC ont vraiment des métas très différentes des métas asiatiques. Enfin, très différentes. Ça reste le même principe. Hein. Généralement, un champion assez résistant au top, un jungler plutôt carry, même s'il y a quelques tanks qui traînent encore. Et après, mid lane, bot lane, plutôt fort. Mais c'est des champions différents de ce qui est joué de ceux qui sont joués en Asie. Par exemple, en EU, alors on a Ekarim qui est extrêmement présent dans la jungle, prioritaire, et il est complètement absent partout. Alors c'est un peu ressorti en Asie, je pense, après qu'ils aient vu à quel point ça marchait bien en Europe, mais dans les autres régions, c'était pas du tout un champion prioritaire. Tu le vois aussi en LFL beaucoup récemment, mais sur ces dernières journées un peu moins fort. En fait, c'est le combo Senna et Karim Shen qu'il faut pas le laisser en fait, parce que tu as un double shield qui arrive sur un Karim qui est boosté et qui vient one shot absolument tout. Genre, c'est vraiment le combo des trois qui est fort quand tu as juste Karim Senna ou Karim Shen. C'est pas si OP que ça, et il y a de plus en plus d'équipes qui laissent un duo disponible pour l'adversaire et qui prend le troisième pick, qui fait que le truc marche bien, et derrière ils ont eux l'initiative pour aller counter ça, et finalement Karim, peut-être que ce sera joué, mais c'est plus si OP que ça puisque les équipes ont maintenant trouvé le counter. Ouais. Et pareil, on a Gangplank qui reste très joué en EU alors qu'il est complètement absent ailleurs aussi. Enfin, on le voit un peu vite fait en NA, mais vraiment très peu, donc on sait pas trop. Et aussi Nautilus qui par contre est beaucoup plus priorisé en Europe qu'ailleurs dans le monde. Alors il n'est pas absent ailleurs dans le monde, lui, contrairement aux autres, mais en Europe c'est le deuxième champion prioritaire. Bon, après Caitlyn qui de toute façon est première bannie partout. Enfin, c'était le super OP pick d'Afuck de ce 10.16, donc forcément prise ou bannie partout tout le temps. Mais Nautilus en second alors qu'il est beaucoup plus bas dans les top picks des autres régions. En Chine, on préfère Bard par exemple que Nautilus, qui permet de faire peu prou
des actions sensiblement la même chose, 10 engages, mettre des slows à distance, réussir à trouver des engages assez clutch, mais d'une manière différente, tout en offrant la mobilité à son équipe. Donc c'est pour ça que Nautilus a notamment été assez contesté. Pas aussi contesté que ça. Bard est arrivé. Oui, puis Bard, c'est un champion que quand il décide d'aller se balader et d'aller ganker sur une autre lane, il récupère quand même un peu d'XP grâce à son passif, ce que Nautilus ne fait pas. C'est vrai. Et Cool. ça, c'est pas mal. Ah, Il cancelle les charges de héros de la faille. oui, aussi. Oui. C'est aussi Et pour ça que permet c'est bon. de protéger les plaques et de prendre, d'empêcher l'équipe adverse de snowball sur un C'est ça, en fait. Quand t'as un bar dans ton équipe, tu peux te dire ok, on joue le dragon, on leur laisse le héros de la faille et on cancelle la charge. Et c'est très fort. Oui, puis c'est super fort en lane en début de partie. Bard, hein, ça a des dégâts corrects. Et il y a le heal à côté. Un gros heal. Et ça met des vraies patates comme support. Non, le Bard, ça peut faire très mal. Et ce serait peut-être un champion qu'on pourrait voir dans notre première équipe du LEC, G2 Bagarre Club, comme on les appelle dans le milieu. Oui. Alors, bon, G2, on connaît le style, hein, ça joue avec 3 laners en hard carry la plupart du temps, et Jankos qui est plutôt tourné vers les champions utilitaires, même si Jankos, il a prouvé tout au long de sa carrière qu'il peut jouer des carries, hein, c'est plus, il accepte de se mettre au service des autres, mais si on lui dit, tiens, c'est toi qui joues, c'est toi qui fais des dégâts, ça le dérange pas. Voilà. Et G2, c'est pour moi l'équipe avec le plus d'expérience, et ça va être une équipe extrêmement chiante à affronter lors des championnats du monde parce que tous les joueurs ont un champion de pool énorme. Ils peuvent flex quasiment tous les champions. Donc, G2, ils peuvent te faire les 3 premiers pics et tu sais toujours pas ce qu'ils jouent quelque part. Exactement. Tu vas te dire, mais oui, alors qui joue ça? Même avec Lucian dont on parlait tout à l'heure, Lucian, Wunder, il peut le jouer aussi. Caps peut le jouer. Perkz est excellent sur Lucian, donc même en ADC, ce serait pas forcément déconnant, parce que Perkz est vraiment excellent sur le champion. Je pense pas qu'après Lucian ADC soit intéressant dans la méta des Worlds, mais pour G2 avec Perkz, pourquoi pas? Dans certaines drafts et tout, why not? Il perd pas mal d'AD Donc, quand même. Oui. 10 d'AD pour Lucian, c'est vraiment énorme, hein, c'est un perso early. Donc je sais pas si il sera aussi favorisé que ça, mais je suis d'accord avec toi qu'il est joué par G2 partout. Ouais, mais après, ça reste. C'est un range top, donc ça peut être très fort contre pas mal de match-up en laissant. GP, bonjour. En laissant ouvert, voilà. Ça change. Après, GP, est-ce qu'on le reverra d'ici là? Je crois pas qu'il prenne de buff, même sur le 10.18. GP, c'est pris en général contre Renek, parce que tu peux le poke avec ton pourparler, ça proc la grasp. Si tu prends le stun, tu peux manger ton fruit et tu te replaces. Et c'est pris aussi contre Mord, parce que pour les mêmes raisons, en fait, tu peux sortir de l'octogone avec ton agrume, donc c'est super fort. Mais c'est vrai que après, c'est compliqué. Tu peux potentiellement sortir contre Horn parce que GP ça scale. Mais t'as Kale qui fait tellement mieux dans ces cas-là. Ouais, mais Kale, elle a été un peu rework. Je sais pas si les joueurs vont se risquer à la jouer, tu vois. Kale a pris un nerf quand même qui était pas mal. Alors, pas sur le 10.19, mais juste avant. Et oui, puis GP, finalement, je suis même pas tellement convaincu par ton explication parce que en Chine et en Corée, Renekton, c'est le top laner le plus priorisé. Et il y a 0 GP, ni dans les bans, ni dans les top picks. Ils préfèrent Wukong. Ils sortent GP de temps en temps, mais c'est vraiment une option un peu particulière. Ils vont préférer avoir un Wukong avant. Quitte à manger le Renekton. Hein. Ils adorent ce pick. C'était de l'engage. Donc ça explique le pick. C'est vrai que la Chine n'est pas vraiment folle de GP. L'utilise, mais elle préfère jouer autre chose à la top lane globalement. Des Kale, notamment. À l'époque. Voilà, c'est ça. Si tu n'as pas besoin de scale, si tu finis la game en 20 Après, minutes. si Kale n'est plus disponible et viable, GP va revenir. Clairement, face à Horn, il n'y a pas 36 000 solutions. Ou Mordekaiser. Pourquoi pas? Il y a Donc, beaucoup du coup, d'additions GP. sur le rework, l'équilibrage autour de Kale. Il y a, par exemple, les personnes que j'ai croisées pour la LFL hier, ils étaient en mode ça va être trop fort et tout, et toi tu dis que c'est un nerf. J'ai croisé d'autres personnes qui disaient que c'était un nerf. Genre, j'ai l'impression que c'est encore un Gigabuff. Ouais. À voir. Après, je suis pas un joueur de Kale, donc peut-être que j'estime mal, c'est tout à fait possible. Hein. Ok. Je n'ai pas la parole divine. Pas comme Kale. Et Riven. Ça va revenir avec une poigne de l'immortel. Ok, c'est annoncé. C'est une question de temps. Et après, aussi, l'autre question qui peut être intéressante pour G2, est-ce qu'on pourra sortir des AP carry-bot? Parce que ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le monde qui peuvent le faire. Donc, si jamais peut-être une Syndra pour Perkz ou quelque chose comme ça,
On a vu des Ziggs aussi qui sont sortis, mais qui reprennent je crois qu'ils reprennent un petit nerf sur un patch. Donc, pourquoi pas? Est-ce que G2 pourrait en sortir un ou deux? Pareil, pas forcément en pic prioritaire, mais pour certaines stratégies, certaines compositions, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Ouais. Et G2 en plus, là où ils peuvent poser problème à certaines équipes chinoises, c'est que c'est une équipe qu'on a déjà vu qui est capable de jouer en étant derrière et quand même de proposer du jeu. Et ça peut poser problème parce que les équipes chinoises ont un peu plus de mal à jouer une fois qu'elles sont dépassées qu'une autre équipe a pris davantage. Si l'adversaire ne commet pas d'erreur, ils ont du mal à eux-mêmes leur faire commettre l'erreur. Donc pourquoi pas? G2, ça peut faire de belles choses, mais c'est quand même une équipe qui a des défauts. Ils peuvent aller trop loin dans la bagarre au mauvais moment. Hein. On les a vus même contre Fnatic, où on a vu des fights qu'ils ont pris en 3v5, se demander ce qu'ils faisaient alors qu'ils n'étaient pas spécialement devant et qui auraient pu coûter complètement la game. Et d'ailleurs, il y a même des fights pris comme ça qui leur coûtent leur première confrontation contre Fnatic où ils perdent 3-2. D'ailleurs, pour rebondir vite fait, dans le chat, ça discute aussi par rapport à ça, les AP bots, plutôt pour ou contre. C'est vrai que vu la méta, ça a l'air d'être pas forcément une bonne idée. En LFL, il n'y a que Dreamzoo, il me semble, qui a sorti des AP bots, c'était du Ziggs. À l'époque, on voyait de la Cassio, de la Syndra, mais c'est vrai que c'est des pics qu'on voit un peu plus mid en ce moment, parce qu'avec des junglers agressifs, tu peux vraiment couvrir et collapse très rapidement dessus. Mais moi, j'avais une idée de pick que mon AD carry, je sais plus si a joué, c'est Nico, potentiellement, qui a une bonne range d'auto, qui peut être joué un petit peu on hit et qui a des options pour jouer plutôt orienté sur le on hit, plutôt AP. Donc, à la limite, je verrais plus ce genre de pick. Mais c'est vrai que Ziggs, c'est super fort. À voir. Je pense qu'il y aura plutôt des AD carry, genre 98% des games, mais peut-être qu'il y aura. Ah oui, bien sûr. La Pekari, c'était un peu en pic situationnel. Enfin, à la G2, quoi. On vous sort un peu une draft venue d'ailleurs. Et tout. Par contre, en parlant de draft, ceux qui doivent les travailler, ce sont les Fnatic, qui eux ont quand même perdu 2 games de la finale vraiment sur la draft où elles étaient ratées, quoi. Ils ont raté 2 drafts en finale, c'était complètement ouf. Donc game 1, game 3, il n'y a pas le droit. Complètement à la ramasse. T'as pas le droit. Ouais, mais si tu vas au World, t'es seed 2, il va falloir que ça s'améliore là-dessus. Alors, après, Fnatic, on sait aussi que c'est une équipe qui est capable de proposer des compos originales qui suivent la méta, mais d'une façon différente. Et des fois, des trucs complètement dégueulasses qu'ils ont trouvé. Alors, ils nous ont sorti récemment. Alors, ce combo a été nerf, on le verra sûrement pas au World, mais ils avaient joué le Sonalux. Et on se souvient tous du fameux Garen Yumi. Bon. Tant mieux qu'il y ait plus. Alors, après, par contre, Fnatic, c'est quand même un excellent collectif. C'est une des meilleurs macros au monde. Peut-être, à part. Allez, en équipe coréenne, on pourrait dire Genji peut peut-être concurrencer Fnatic sur la macro. Il y a G2 en Europe, mais sinon Fnatic, ça reste vraiment une équipe qui a une excellente macro. Et ils sont souvent très bons en early aussi. Donc ça peut être intéressant, même si des fois, ça pêche un peu par la suite. On a après des Fnatic aussi, le problème c'est qu'on a des joueurs un peu inconstants, Bwipo donc et Ilisang qui sont les plus connus, qui peuvent passer à côté des games, mais ce ne sont pas les seuls. Nemesis et Selfmade, on les a vus aussi rater des games cette saison. En gros, chez Fnatic, on n'a que Reckless qui est vraiment toujours solide. Mais par contre, alors je n'explique pas ça, mais Reckless, c'est aussi un joueur qui est moins décisif qu'il l'était avant. Ça reste un excellent ADC, toujours très fort. C'est l'ADC solide sur lequel on peut toujours compter, mais c'est plus le joueur qui va solo carry une partie, qui va faire l'action décisive. Donc voilà, c'est un joueur qui, je trouve, toujours très fort, mais très difficile de parler de lui parce que finalement, il est plus aussi playmaker qu'avant. Il a sa place parmi les meilleurs du monde, mais il n'a plus vraiment la place sur le podium. Si on devait faire un classement des ADC. On est d'accord. Moi, voilà. Donc après, Fnatic, G2, c'est quand même 2 équipes aussi qu'on attend. Elles doivent sortir des groupes pour moi, enfin surtout G2 qui ont le SIDA. Après, bon, il y a toujours possibilité de douille de l'espace avec avec un site chinois très fort. De toute façon, toutes les équipes chinoises sont extrêmement fortes et d'autres équipes qui apparaîtraient. Mais bon, normalement, ils doivent sortir vraiment des groupes. Fnatic, ça peut être plus compliqué. S'ils se prennent Genji, qui pour moi, actuellement, malgré leur défaite contre Dragon X en playoff de LCK, sont un peu meilleurs que les Dragon X, mais ça on en parlera dans une autre chronique dans 2 semaines
après celle de Tips. La Oh là semaine là, prochaine, il tease incroyable, la com. Aïe 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 aïe. Nos chroniqueurs font leur promo pendant 2 semaines en plaçant une promo pour un autre chroniqueur. En gros, ça veut dire suivez l'accent e-sport. On va Oh encore parler de oui. Voilà, exactement. Et Lol. on les attend dans des groupes. Alors, après, des équipes, sur lesquelles ça peut être plus compliqué en LEC, ben, on a Rogue. Alors, Rogue, c'est un excellent collectif. Ils sont très forts pour jouer ensemble et ils ont une bonne capacité individuelle. Et bon, déjà, là où ça va pêcher, ben, c'est que il y a un petit peu de manque d'expérience internationale. Parce que bon, malgré tout, Hans, il a un peu il a de l'XP, mais on n'a pas tant que ça. Ben, Rogue, ça va être là-dessus, ça va être difficile. Ils ont quelques pocket picks, mais on a quand même vu récemment des difficultés à s'adapter à cette méta du 10.16. Donc, alors, ils ont le temps maintenant, surtout qu'en plus Riot a dit qu'il ne voulait pas trop changer la méta pour les Worlds, contrairement à certains patchs qu'on avait eu les années précédentes. Mais il va falloir voir comment ils peuvent s'y adapter. Ils ont des drafts parfois très discutables. Lors de la game décisive contre G2, il y a Finn qui sort Atrox, alors que le champion est plus du tout joué nulle part. Aïe, oui. Et surtout qu'en plus, les stats de Finn en playoff, c'est 0% de win rate sur des carry, bruisers, combattants. Et il a 100% de win rate sur des tanks. Donc bon, on ne comprend pas trop pourquoi d'un seul coup, ils se disent Atrox, c'est ça qu'il nous faut. Et on se souvient de cet Atrox, il s'est fait complètement défoncer par le Shen de Wunder. C'était vraiment Peggy 18. Et à côté de ça, pareil, on avait Larsen sur Azir, c'est le champion qu'il a le plus joué, il a que 20% de win rate dessus. Alors, bon, Azir c'est très fort, c'est un bon blind pick et tout ça, c'était pas forcément un mauvais pick sur le 10.16, mais est-ce que c'était un bon pick dans les mains de Larsen? Il ne nous a pas prouvé que oui. Alors, bon, ils ont certainement plus d'infos et en savent beaucoup plus que moi, donc oui, ça devait l'être. Mais dans les faits, sur les matchs qu'on a vus, ça n'a pas bien marché. Donc voilà. Et aussi, Rogue, l'un des gros soucis qu'ils ont, c'est qu'ils ont parfois du mal à conclure des parties. On les voit, ils vont mettre 10-15 minutes de plus à conclure. Bon, peut-être pas 15 minutes, j'exagère beaucoup, un poil marseillais, mais 5-10 minutes, ça arrive. Mais le problème, c'est que c'est des minutes qui vont être bien utilisées par des équipes coréennes ou chinoises pour revenir dans la game. Et ça va leur poser du tort, quoi. Voilà. Et aussi, ils ont un autre problème pour moi, c'est qu'ils ont une certaine dépendance à Larsen. C'est que si Larsen est mal dans sa game, l'équipe est vraiment dans la difficulté. Mais par contre, Rogue aussi, forcément, comme c'est une équipe sans XP, tout ça, c'est aussi une équipe qui a une énorme marge de progression. Donc, ils peuvent énormément progresser d'ici les Worlds. Ils ont eu du mal sur le patch. Il y a moyen qu'ils viennent et qu'ils nous proposent un tout autre visage que ce qu'ils ont montré sur leur dernière sortie. Bon, et quand même, malgré tout, c'était pas mal. Hein. Ils avaient étrié aussi Mad Lion 3-0. Bon, c'est pas catastrophique. Donc, pour moi, c'est même une équipe qu'on peut retrouver en quart, mais ils vont être dépendants du tirage. Là, par contre, ils ont vraiment besoin d'avoir un tirage assez favorable avec qu'un seul gros dans le groupe, qu'il soit seed 1 ou seed 2. Éviter les équipes chinoises, quoi. Faut éviter. Les équipes chinoises, il y en aura 4, il y en aura forcément une dans le groupe. Ah zut. On c'est pas un problème au play-in, je sais pas, une épidémie de coronavirus. On n'est pas à l'abri de ce genre de forfait-là cette année. Attends, on en est réduit à invoquer le coronavirus pour sortir de pool, c'est bien un problème. Écoute, on en est déjà réduit à faire coacher les joueurs dans d'autres salles que à faire jouer les joueurs dans d'autres salles que leur coach. C'est vrai. Ça va être un Worlds un peu bizarre, hein. Clairement. On va essayer de vous avoir toutes les infos, de presser le compte Twitter de Chips, qui a toujours des insights assez sympas pour vous donner tout ce qui se passe dans les Worlds. Mais clairement, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On en a déjà eu 2 équipes disqualifiées. Voyons voir la suite. Donc on disait, Rogue et Mad, il va falloir compter sur un miracle. Mad, on n'a pas encore parlé, on va y venir. Ouais. Rogue, ils vont être un peu dépendants du tirage, mais c'est quand même une équipe qui peut faire quelque chose, c'est une grosse marge de progression, je pense. Par contre, Mad Lions, ça me semble encore plus dur. Mais pareil, par contre, là, c'est une équipe. Alors, ils n'ont pas d'expérience internationale à part Humadoid, mais par contre, le staff derrière en a beaucoup. Parce que finalement, ça fait un bout de temps qu'ils sont chez Splice et tout. Peter Dunn, qui est derrière. Alors, c'est pas le head coach, mais il chapeaute un peu tout ça. Bon, ça peut être une équipe qui peut faire mal. Ils sont très bons en teamfight, ils ont un bon collectif. Enfin, c'est un peu ce que faisait Splice avant. Hein. Ils ont des pocket picks qui peuvent sortir aussi sur le moment.
Mais pareil, ils ont une grosse dépendance à Humanoid Karzi, donc ça va sur cette méta, c'est quand même des rôles qui sont importants. Mais après, il y a Shadow qui finalement se révèle un peu décevant quand on lui demande de jouer des carries, j'ai trouvé. Et ils ont eu. J'y arriverai jamais, Shadow. Ouais, non, il a eu beaucoup de mal. Hein. Il a plus de mal sur des carries. Il est très bon sur des champions utilitaires, mais sur les purs carries. Alors après, pourquoi pas un Shadow, peut-être un peu OTP Lilia, qui ferait des trucs de fou. Hein. C'est pas impossible. Pareil, c'est une équipe qui peut beaucoup progresser. Surtout en affrontant, parce que forcément, ils vont affronter des équipes contre lesquelles ils n'ont jamais joué, contre des méta qu'ils n'ont jamais joué. C'est eux qui vont progresser les plus vite s'ils arrivent à trouver les bons scrims. Donc, pareil, on peut s'attendre à une bonne surprise, mais par contre, c'est une équipe. Alors, je les attends quand même à l'événement principal. Hein. Mad Lions, c'est loin d'être faible, mais je les vois pas sortir des groupes, pas face aux meilleures équipes du monde. Quoi. Pour moi, c'est sûr qu'ils passent en main event, mais c'était quand même l'équipe qui était craint au début du Summer Split. Ils étaient très bons sur le LEC au début. C'est vrai qu'il y a eu du relâchement à la fin, donc je demande à voir pour les Mad Lions. Je pense qu'ils peuvent, pour le coup, ils peuvent surprendre. Je pense. Voilà. Bon, alors maintenant, on va parler un petit peu donc des LCS. Alors, les LCS, déjà, faut savoir que malgré tout, alors j'ai regardé un peu les derniers matchs. J'ai trouvé qu'au niveau de la macro, déjà parfois il y avait quand même des erreurs, grosses erreurs. Hein, les tentatives de Herald, alors déjà que la jungle n'est pas clear, donc potentiellement un peu de retard sur le jungle adverse. Aucun avantage, aucune priorité sur la lane spécialement à ce moment-là. Et ça part faire l'Herald. Bon. Non, vraiment, il y a plein de trucs que j'ai pas compris en MA, sans vouloir trash. Il y a plein d'actions. Faut pas, ils sont très bons. J'étais pas le seul. Hein. J'étais pas le seul. J'ai vu plusieurs passages sur Twitter de gens qui se posaient un peu la question, des trades Reddit là-dessus aussi. Enfin, c'est pas pour trash talk purement simplement les NA, parce que bon, on va essayer d'être un peu au-dessus de ça. Juste les joueurs. Mais là sur le coup, il y avait quand même des choses. Et pareil, alors sur la lecture de la méta, il y a pas mal de choses qui m'interrogent. Hein. Alors notamment, Olaf. Alors c'est champion extrêmement présent en NA. Complètement sous les radars ailleurs. Hein. C'est même pas, on l'a vu revenir un peu en LCK, LPL ces dernières semaines, sur les derniers matchs en s'inspirant des autres régions. Allez, 32 balles pour 4 pics le Olaf, alors que Trundle existe. Oui, bon, après, Trundle, on l'a pas vu non plus. Alors, lui, non, mais au moment où Olaf était fort, en Chine, il y avait des Trundle partout et on avait le fameux Olaf Trundle où en gros, tu prenais Olaf, il y a un Trundle qui popait et tu prenais la douille. Parce que générer du décor contre Olaf en général, c'est. Ah, et puis Trundle, il est fait pour lui casser la gueule. Il sustain autant que lui, il lui vole des points de vie, il lui vole son armure, il lui vole son AD, il diminue son AD, il génère du terrain. Le perso est fait pour lui casser la gueule. En fait, genre, Olaf, il y a plein de junglers qui font des choses mieux que lui. Olaf, tu vas le prendre quand tu veux être agressif en early et que tu as besoin que ton jungler il soit libre en teamfight, du coup avec l'ultimate. Mais tu as plein de champions qui vont juste pouvoir lui faire peur pour lui faire utiliser son Ragnarok et derrière qui vont réengager, tu vois, tu fais le fight en 2 fois pour qu'il puisse être sensible au contrôle. Mais c'est une bonne option pour être agressif en early tout de même. Et ça, on a un petit peu tendance à l'oublier. C'était beaucoup joué au début du Spring Split en combo avec Miss Fortune pour sa capacité à être super aggro avec une Miss Fortune en plus, c'était scandaleux. Mais ça passe derrière parce que maintenant tu as du Grève, de la Nidalee qui pour le coup est très agressif, est un champion à distance, elle peut traverser les murs, elle a beaucoup plus d'impact. Pareil pour Grève, tu as Lilia maintenant qui est sortie. Pour moi, Olaf, ça passe après au moins ces 3 pics. Ouais, mais pas en NA. Et mais c'est ça le problème. Pareil, et il y a aussi donc une grosse priorité sur Shen qui. Alors bon, Shen il est joué partout, hein. Lui vraiment, ça c'est pas surprenant de le voir, mais c'est surprenant de le voir aussi haut. Il n'est pas aussi haut dans les priorités des pics dans les autres régions. Donc voilà. Et après, on a aussi le 4e champion le plus banni. Impact est un gros Shen aussi, hein. Ça aide la méta. Hein. Impact, il adore jouer Shen. D'ailleurs, tant que il n'a pas suffisamment de game pour que ça soit le 3e champion le plus banni. Ça c'est vrai, mais il peut influencer la méta des pros en scrim. En fait, tu as 2 choses à surveiller autour de Shen, et c'est pour ça que c'est pas mal joué. Tu as du côté TSM 2 gros joueurs de Shen. Tu as Broken Blade et tu as Spica, le jungler, qui le joue, qui l'a sorti de temps en temps en jungle. C'est ce qui leur ont fait gagner la demi-finale. Enfin, la demi-finale, le loser bracket quoi, au TSM, c'est Spica en jungle avec Shen, et t'as Broken Blade qui le joue aussi. C'est pour ça en fait que c'est pas mal joué, parce qu'on le rappelle, TSM a fait 25 games dans les playoffs du Summer, donc en termes de stats, ça devient assez présent. Mais
enchaîne à voir. Puis t'es revenu aussi dans d'autres régions après, Shen. Bravo, avec et le combo avec TSM, Eriksen. en plus de nous faire des games longues, ils vont nous fausser les stats. Ah, bon. Voilà. Et aussi, ce qui est intéressant en NA, c'est que le 4e champion le plus banni, c'est le blanc. Qui, ben, finalement, alors en Europe, on l'a vu sortir un peu en counter-pick à certains moments. Et dans les autres régions, ben, pas. Enfin, les autres régions, LCK, LPL, non. Beaucoup moins. Donc, pareil, c'est un peu l'interrogation. Je pense pas que ce soit un mauvais champion, le blanc. Est-ce que c'est un champion qui mérite autant de priorité? Je ne sais pas. J'ai un peu de mal à voir là-dessus. Après, maintenant, au niveau des équipes, vas-y. Pardon, je t'ai coupé. Non, j'ai rien dit. Non? Ah, pardon, Non, je j'étais pensais en que train de t'allais- regarder, j'étais en train de montrer le blanc et de regarder rapidement quels étaient les picomides qui pouvaient justifier un permaban de le blanc. Bon, comme tu le dis, hein, Ouais, non. rien C'est de les joueurs, fantastique. c'est plus les joueurs qui font peur. Bjergsen sur le blanc, tu veux pas lui laisser. Ça, c'est Oui. pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux, mais d'un autre côté, des gros joueurs de Leblanc dans les autres régions, on en a plein. Ah oui, ça c'est certain. Voilà. Leblanc, on va pas dire que c'est un champion qui est spécifique à Bjergsen. Enfin, là, Leblanc de Caps, alors qu'il a sorti Non, aussi. c'est plus son Zilean qui est atypique à lui. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un champion qu'il a Dans le beaucoup chat, joué. il y a ici qui nous dit en fait, ils ont peur des Leblanc EU-Ouest et LPL, donc ils s'entraînent à la banne. Bien vu. Effectivement. C'est assez bien vu. Donc le Zilean, Effectivement, pardon. Bjergsen, donc, ben, disons qu'il a un peu fait l'ulti-Zillian IRL sur TSM pendant les playoffs. Hein. Il les a complètement ressuscités. Donc, c'était beau. Et c'est quand même une équipe TSM qui a un gros champion de pool général, hein, un peu comme les G2, et qui ont des pocket picks. Mais pareil, ils ont une lecture méta qui est assez différente d'un peu partout. Ils ont une énorme priorité sur Rakan en tant que support. Alors Ouais, que bah, l'autre région, ben, pas plus c'est que ça. Cordigi, c'est Biofrost, c'est les joueurs encore. C'est les joueurs. Ah, bah, non, mais bien sûr, mais c'est quand même des joueurs qui arrivent à faire briller Rakan dans une méta où il n'est pas spécialement. Où on lui casse Parce que la c'est- gueule. Ignar. J'ai dit Cordigi, mais c'est Ignar. Oui. Ignar et Biofrost, il le joue beaucoup. Rendez-lui sa Léona, Ignar. D'accord, Gigi, il n'a pas son skin Fais-moi Rakan rêver. aussi, Ah non, c'est pas lui, pardon. Non, c'est pas lui. Non, je crois pas que ce soit lui. Non, c'est pas lui, je confonds. Je confonds. Il n'était pas chez Invictus Gaming. Voilà. Mais par contre, ouais, voilà, TSM aussi, bah, il y a Bjergsen. On a parlé de l'ulti-Zilean casté IRL sur TSM, mais c'est aussi une Bjergsen dépendance. Et est-ce que Bjergsen, c'est un mid laner qui aujourd'hui peut se mesurer au meilleur du monde? Bah, j'ai envie de dire qu'après toutes ces apparitions sur la scène internationale, ben non, c'est un peu le mid laner qui va lorgner sur le podium, mais qui finalement n'arrive pas à monter dessus. Donc bon, qu'est-ce que ça peut donner? On ne sait pas trop. Qu'est-ce que Spica va aussi donner dans cette méta qui est très centrée sur les junglers? C'est ouais. Voilà. Donc bon, et il y a le fameux même TSM out of group qui n'arrive jamais, et en plus ils ont double lift. Donc voilà, mais s'ils arrivent à s'en sortir, ce serait quand même une Bah, belle histoire pour double lift. Moins Parce par que... moins par moins, Walk, ça fait plus. Peut-être qu'ils vont sortir de Ça poule dépend cette si tu fais fois ou moins. si tu fais fois ou Alors- si tu fais plus. année. Parce que si tu fais Je plus pense que moins, bah ça fait toujours moins. Le double lift a fait des worlds avec TSM déjà et qui ne sont pas sortis de groupe. L'histoire va Et- peut-être se répéter alors. Double Leaf, faut arrêter de croire en lui au World. Hein. À un moment, Ça, c'est là, dur. en fait, quand je vais caster Ouais. curse de la plus puissante de mes forces pour lui laisser une chance de sortir des groupes. Ah ben oui, puis au final, c'est quand même quelqu'un qui a une histoire pas si simple que ça sur la scène LoL et qui essaye de prendre un peu sa revanche. Ce serait une belle histoire qu'il arrive enfin à faire une belle performance à l'international. Faut arrêter de croire en lui Oui. tout pour nous dire ici. On verra. on verra, je pense Non, que- il vaut des millions sur Twitch, donc on peut croire en lui. Il vaut des Mais bon, millions. enfin, voilà. Après, TSM, pour moi, ça reste quand même l'équipe qui est probablement la plus faible du chapeau 1. Voilà, c'est pas spécialement Ouh, trash. c'est dit. Et donc Pas le spécialement reste du trash, chapeau. Il a raison. Et le chapeau 2 du Walk a raison. Voilà, bah après il y a donc FlyQuest qui sont un peu les gens, alors pas totalement inattendus pour ceux qui ont suivi la scène, mais qui n'étaient pas forcément l'équipe qu'on aurait vu au début de saison arriver là. Ils ont un peu pris la place des Cloud9 et ils sont également passés devant Team Liquid au classement tout du moins. Donc voilà, donc ils ont une montée en puissance tout au long de la saison. C'est donc une équipe qui aura forcément pareil une grosse marge de progression.
Ils ont un bon champion pool, ils ont une bonne XP inter, mais pareil, il y a des choses qui interrogent. Eux, leur priorité en jungle, c'est Volibear. Alors, c'est pas mauvais, hein, Volibear jungle sur le 10.16, mais pareil, est-ce que ça mérite vraiment d'être un champion prioritaire? Alors que quasiment partout ailleurs dans le monde, c'est plutôt des champions orientés de dégâts que tanking. Bon. Je sais pas. Je pense que c'est ok, Volibear. Non, mais c'est ok, mais est-ce que c'est prioritaire? Je sais pas. Et eux, ils mettent une grosse priorité dessus quand même. Tu peux toujours le flex top, donc ça reste un flex. Voilà, 7, il est prioritaire parce qu'il est flex à 4 rôles. Tu peux toujours jouer Volibear un peu Si t'as Senna 5. Voilà. Voilà. Mais je te rejoins, la méta est plus au jungler agressif, c'est indéniable. Et après, pareil, comme beaucoup d'équipes, Fly, c'est aussi l'équipe qui a une Power of Evil Dependence, hein, je crois qu'il fait plus de 30% des dégâts de l'équipe. Donc clairement, si on le met mal, l'équipe sera beaucoup moins forte. Et pareil, leur bot lane, alors notamment à cause de Wild Turtle, hein, désolé, mais je la vois pas être si forte que ça par rapport au bot lane des Worlds, hein, bien entendu. On est toujours sur cette comparaison. C'est Wild Turtle, hein, il nous surprend toujours. C'est comme Double Lift, c'est les deux ADC qu'on met dans un coin et qu'on dit ils sont finis. Et sans jamais vraiment percer l'écran plus que ça à l'intérieur, ils sont toujours là. La Tortue Sauvage a quand même une très bonne capacité à faire n'importe quoi. Danseur fantôme et Gueule de Malmortus. Allez, on est parti. Est-ce que je peux faire un Sterak en plus? Donc pour moi, non, Fly, c'est plutôt une équipe qui risque de jouer les troubles faits en groupe et de faire quelques upsets. Mais j'ai du mal à les mettre en favori pour accéder au quart de finale quand on voit les autres équipes du chapeau 2 et bien sûr les Sidins, parce qu'eux ne pourront pas avoir TSM dans leur groupe. Donc ils vont forcément avoir une équipe extrêmement forte face à eux. Et après, Team Liquid. Alors, Team Liquid, c'est une excellente XP internationale. Ils ont fait une fin de saison plutôt intéressante, mais après leur spring split désastreux. Mais pareil, c'est une lecture de la méta. Alors, ils mettent une grosse priorité sur Lee Sin. Bon, bien sûr, c'est le Lee Sin de Broxa. Hein. Tout le monde se souvient ici du Lee Sin de Broxa. Mais vraiment, sur 10.16, il n'est pas capable de faire autre chose, Broxa. C'est quelque chose, cette lecture de la méta, où on a un peu l'impression que les joueurs restent sur leur pic de confort et ne tentent pas forcément de s'adapter, de suivre le mouvement. Et je pense que ça peut vraiment jouer des tours. Alors après, il y a toujours la possibilité qu'ils cachent des stratégies, mais bon, je pense pas que tu aies envie de cacher les stratégies quand tu étais sur le tournoi qui t'envoyait au World. Donc c'est pareil. Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas à l'aise? Est-ce que c'est parce qu'ils n'utilisent pas la méta de la même manière que les autres régions? Je sais pas, je ne saurais pas dire, mais je suis vraiment très très interloqué sur les top picks et les priorités des différentes équipes en NA. Et après, le problème de Team Liquid, c'est que ça reste aussi une équipe qui est assez prévisible, qui peut avoir du mal à s'adapter à la méta, en tout cas cette saison. Hein. C'est pareil que Fly. Je les vois, voilà. Ils peuvent faire des trucs, ils peuvent faire des upsets. Mais vraiment, c'est pas eux que je mettrais. Il y a un monde, pour moi, il y a un monde, hein, mais qui est très probable, où ils ne passent même pas en main event, Team Liquid. Si, ils sont obligés d'y aller. Ah non, pardon. Ah non. Pour moi, il y a un monde où ils ne passent même pas en main event. Il y a LGD, il y a Mad, il y a Unicorn, qui ont l'air d'être des très bons pretenders. T'as le Japon, qui a toujours surpris. Les au niveau Unicorns, on les t'as le hype tellement PSG, trop. s'il te plaît, Wall, qui vont atomiser Team Liquid. En vrai, j'en sais rien. Mais je pense que en train de dire un mec de Marseille qu'avoir le PSG, c'est un argument. Je peux pas valider ça. Je suis obligé au bout d'un moment. Écoute, quand il s'agit de reconnaître leur capacité à acheter des équipes pour aller aux Worlds, on peut le faire, hein, même en étant Marseillais. Là, on doit apprécier le coup de la mafia PSG pour se dire, on va à Hong Kong, on achète une équipe pour aller aux Worlds. Là, quand même. Vraiment, Team Liquid. Pour moi, tu me dis, ils passent pas les phases de pool en play-in. Je suis en mode, ok, genre, ça me choque pas, tu vois. Par contre, tu me dis LGD ou Mad Lions, ils passent pas. Je suis en mode, oh, c'est chaud. Ouais. On attend de voir les groupes. Oui, voilà, ça va dépendre des groupes parce que si Team Liquid est quand même dans le groupe où il y a, on va dire, toutes les autres wildcards et que LGD et Mad Lions se retrouvent eux dans le même groupe, d'un coup, ça risque d'être différent. Mais je sais pas comment seront faits les chapeaux parce que je pense qu'en fait,
On aura LGD Mad Lions dans le chapeau 1 et que Team Liquid sera directement dans le chapeau. Il y aura 2 groupes par pool, il y aura 2 groupes par pool de play-in et c'est tout. Donc ça assure que les 2 groupes puissent passer. La question c'est de savoir quel est le gros qui peut flancher et qu'est-ce qui peut pousser par derrière. C'est pour ça qu'on met Unicorn of Love assez haut parce que ça a bien perfé en LCL et puis. Le problème, c'est est-ce qu'ils ont réellement eu de l'adversité en LCL? C'est ça le problème. Est-ce que les Unicorns ont vraiment eu de l'adversité? Est-ce que des gens qui ont Diamond Prox en jungle et Toucan Céleste en analyse peuvent sortir des stratégies cheloues? Moi, la réponse est oui. Ah oui, oui. C'est ça que je veux voir. Ouais. Fais-moi hurler, Toucan. Ça dépend. Nous, chez A, il y a une personne qui tient un bot avec les hellos de toutes les équipes. Il faut savoir que là-dessus, pour l'instant, au niveau du hello des équipes, ce sont les équipes coréennes qui seraient favorites par rapport au bot. Après, suivi par 2 équipes chinoises, donc TES, JDG, G2 derrière, Fnatic, Sunning, T1 et Machi. Machi Sport. Ils sont là. Avant même le premier NA. Eux, les Machi, alors si je dis pas de bêtises, eux, ils sont directement en main event. Hein. Oui. Si je dis pas de bêtises. Oui. Ah, ils sont seed 1 PCS, ouais, c'est ça. Devant le PSG. Devant le PSG. Mais donc techniquement, je devrais pas. Ah ouais, ça fait beaucoup rire accueillir le PSG. C'est quand même un truc. Maxen JDG, Jidong Gaming. Mais après, voilà, est-ce que c'est vraiment fiable? Parce que ils ont complètement smurfé leur ligue. Donc, ils ont gagné beaucoup de points parce que c'est un système d'élo. Donc, tu perds des points quand tu perds des parties et tu gagnes des points quand tu en gagnes. Donc, forcément, ils ont gagné beaucoup de points alors que pour TSM, FlyQuest et même d'autres équipes, c'était beaucoup plus serré. Donc, à voir. À voir parce que je ne suis pas totalement convaincu par cette statistique, mais je la trouvais intéressante. Donc, pourquoi ne pas la mentionner? Là-dessus, voilà, sur un bot Elo, ils sont censés être au-dessus. Après, est-ce que dans les faits, ce sera la même chose? Pas sûr. Oh, elle était solide celle-là, Van, dans le chat, Horus. Oui, non, en tout cas, j'ai tellement. Vraiment, j'ai vu les TSM, leur combativité dans ces playoffs. Ils ont joué 25 games en playoffs. Ils arrivent à être champions de NA. On peut pas leur enlever qu'ils sont combatifs, mais je pense qu'ils vont mais les équipes NA vont se faire écarteler, déchiqueter par la Corée et la Chine. Ça va être un bain de sang. Tel une mouche écrasée avec le doigt du sage. Non, mais non, telle une meute de zombies qui se précipite sur quelqu'un qui s'est cassé la jambe, genre. Ça, ils vont se faire écarteler. C'est vraiment. Et ils vont FF15. C'est merci AC, on est d'accord. Voilà. Ah, c'est la fantaisie qu'on a tous sur sur les NA. C'est la plus folle, le FF15 des NA Worlds. Ça arrivera un jour. Non, j'espère pas. Des choses à ajouter, mon cher Walk, sur ces équipes occidentales. Pour toi, tu devrais mettre une pièce sur laquelle, parmi les 7 là? G2. Enfin, la question se pose même pas pour moi. C'est G2 forcément. À la fois d'un point de vue de l'expérience, d'un point de vue des capacités des joueurs, on sait ce qu'il va faire. Oui, Fnatic peut faire des choses aussi. Fnatic, je ne serais pas surpris de les voir faire de bons Worlds là-dessus. Mais si on me demande de choisir entre Fnatic et G2, lesquels des deux vont faire les meilleurs Worlds, G2. Ouais, on est d'accord. S'ils ont un meilleur merch, ils ont qu'à acheter, c'est mieux. Sur les 7 équipes que tu as présentées, je pense qu'il y a 90% de chances que ce soit G2 qui perf le mieux. Après, je dirais peut-être 8% pour Fnatic et les 6 autres se partagent les 2% qui restent. Après, à voir, Mad Lions ont fait un bon début de summer. Peut-être qu'ils vont faire de belles choses. Les NA, sincèrement, j'y crois pas. Voilà, pour être honnête. À voir. Sachant que c'était souvent Clone9 qui sortait de pool. Et là, ils ont beau avoir dominé le Spring, le Summer, un peu moins sur la fin, un peu à l'image de Mad Lions. Ils sont pas là, donc les NA ne passent pas les poules cette année. RIP. Je pense. Ça va dépendre de comment ils vont voir l'installation. Les équipes, c'est comment vont-elles s'adapter à ce système Covid, comment la Chine les accueille sur place. Là, on va avoir un véritable avantage à jouer à domicile. Mais tu vois, Walk, au MSI l'année dernière, C9 était sorti de pool. Je crois, en tout cas, il y avait eu une équipe NA en finale contre G2. C'était Team Liquid.
Que deux, c'est ça. Mais du coup, tu vois, t'as quand même des équipes, une équipe peuvent perf dans les équipes, enfin dans les events inter, mais pas ces Worlds là. Je ne pense pas. Oui, après, on avait eu aussi un CLG qui avait déjà fait une finale de MSI et personne n'était passé, sorti des poules au World non plus. Oui, c'est vrai. La même Tu lui marques un point, tu marques un point. Du coup, je crois qu'on a fait le tour sur les teams occidentales. Les teams orientales, comme tu l'as si bien dit, Walk, ce sera pour dans 2 semaines, toujours avec toi. Là, il y aura matière à discuter du pour, du contre, du pourquoi tel mid laner est meilleur que l'autre ou tel jungler est plus alpha que l'autre. C'est quand le tirage des Worlds? Le 25 15 ou le 25? Oh, je sais plus. Il me semble que c'est la semaine prochaine. Je crois que c'est le 15, ouais. 25, c'est un peu tard. 25, c'est le début plutôt des Worlds. Oui, c'est le début des Worlds. Donc les tirages sont avant. Punaise, il va falloir qu'on fasse notre ranking des joueurs et des équipes des Worlds. 25, c'est le start, ouais, c'est le 15. Dans ce cas, c'est le 15, le tirage au sort. Oh. Bah, chaud. On va faire une émission spéciale pour ça alors. Oui. On va appeler Zab. Ouais, on invitera tous les chroniqueurs et tout. Ce sera cool. On fera un Ce système sera de le vote. bordel dans le Oh, vocal, ça sera génial. Va falloir refaire des assets clés, la riva est très non. Pardon pour vos oreilles. En tout cas, nous on vient de terminer cet accent e-sport avec cette chronique de Walk. Merci beaucoup Walk pour ta participation, très bonne chronique comme d'habitude, très détaillée sur chaque équipe. On espère que ça vous a plu mesdames et messieurs, nous on va pouvoir se laisser là. Au niveau de l'accent e-sport et de la chaîne Cast & Play, je suis de retour demain à 14h je pense dans ces eaux-là pour du FF et de toute façon à peu près tous les jours. On reviendra bien sûr la semaine prochaine mercredi pour la suite de l'accent e-sport. Vous me retrouvez demain jeudi et donc vendredi également sur les EUM au cast. Et voilà, les Worlds arrivent, tout le monde est très content. Des bisous tout le monde et passez une excellente fin de soirée. Salut.